Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence débat organisée par les chambres d'agriculture. Je m'appelle Sébastien Mornia, je suis journaliste et je suis ravi d'animer ces échanges intitulés « La politique commerciale européenne entre défis environnementaux et préservation de la compétitivité de l'agriculture ». Merci à vous de nous regarder via les réseaux sociaux et par vidéoconférence. Et puis merci à vous tous d'être présents. Sans plus tarder, je cède la parole à Sébastien Windsor, le président des chambres d'agriculture. Vous pouvez l'applaudir. Messieurs les ministres, mesdames et messieurs les parlementaires, chère Christiane, cher Samuel, je ne sais pas si le président des jeunes agriculteurs est arrivé. Je vous remercie de votre présence ainsi que les nombreuses personnes qui sont avec nous aujourd'hui. Les attentes sont très forte sur le débat qui va avoir lieu. La preuve en est, la salle est pleine. Il y a une centaine de personnes présentes dans la salle physiquement. On a plus de 500 personnes qui sont connectées aujourd'hui, dont des représentants de 15 pays différents, des membres et des représentants de la Commission européenne. J'aurais aimé avoir peut-être un peu une présence de la Comagri, et puis des représentants de nombreux ministères. Je remercie vraiment tous nos intervenants et en particulier les deux ministres. Je pense que jamais nous n'avons eu autant de monde dans une conférence. Même si mon ego peut en prendre un coup, force est de constater que votre présence nous permet de faire salle comble et c'est surtout parce que votre présence permettra de faire avancer les débats, j'en suis sûr. Je suis très heureux d'ouvrir cette conférence débat au cœur de l'actualité, à quelques mois de la présidence française de l'Union européenne. La crise sanitaire a replacé l'alimentation et la souveraineté alimentaire au cœur des préoccupations de nos concitoyens, mais aussi au cœur des enjeux économiques. Depuis 20 ans, l'Union européenne s'est engagée dans de nombreuses négociations pour signer des accords commerciaux bilatéraux, forme d'ouverture à la libéralisation des échanges. Ces accords sont perçus comme étant bénéfiques pour l'économie européenne, ou du moins nous sont vendus comme tels. Mais sont-ils vraiment favorables à notre agriculture et à nos consommateurs? Vous me permettrez d'en douter. L'agriculture européenne, et donc celle de la France, est soumise à des normes environnementales et sanitaires bien plus strictes qu'ailleurs. Bien sûr, les agriculteurs français sont sensibles à la lutte contre le réchauffement climatique, à la protection de l'environnement ou au bien-être de leurs animaux. Ils souhaitent participer à la transition agroécologique. Mais ils ne le feront pas au détriment de l'efficience économique et de la pérennité de leurs exploitations. Pas par appât du gain pur, mais juste parce que nos niveaux de revenus ne nous le permettent plus. Nous sommes l'une des professions avec, j'allais dire, les plus faibles taux de retour sur investissement. Des installations qui doivent s'amortir sur souvent beaucoup plus de 20 ans. Si le progrès de nos exploitations doit détruire de la valeur, ce sera demain moins d'installations, ce sera demain plus d'importations. Nous voulons progresser, mais nous ne pouvons pas le faire dans une concurrence sauvage avec des produits d'importation qui trompent parfois le consommateur. Alors j'ai entendu assez récemment dans une conférence un consultant m'annoncer que la meilleure des règles serait l'absence de règles et que le monde agricole s'adapterait. Je ne suis pas d'accord. J'ai besoin, messieurs les ministres, de votre protection, j'ai besoin de la protection de l'Europe. Je n'ai pas envie de m'adapter et d'évoluer vers un modèle, qu'il soit nord-américain, sud-américain ou d'un quelconque autre pays. Continuer à échanger nos produits agricoles est évidemment souhaitable. L'Union européenne est la plus grande force exportatrice de produits alimentaires au monde, devant les États-Unis. Et notre agriculture dépend des marchés sur lesquels elle est implantée. Mais les accords de libre-échange ou parfois simplement l'absence de règles, facilite aussi l'arrivée sur le marché européen de denrées alimentaires qui n'ont pas été soumises aux mêmes règles d'exigence, de durabilité et donc aux mêmes coûts de production. Cela entraînera inévitablement des distorsions de concurrence en défaveur de nos agriculteurs. Clause miroir, mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, lutte contre la déforestation importée, règles d'étiquetage, voilà des propositions qui potentiellement contrebalancent nos inquiétudes. Il faut maintenant que les initiatives aboutissent. L'année qui vient sera forte d'opportunités. L'élection présidentielle, la présidence française du Conseil de l'Union européenne, et avec elle des ambitions qui nous semblent importantes et aller dans la bonne direction. Messieurs les ministres, merci de vous être emparés de ce dossier,
de faire en sorte que l'on n'en fasse pas qu'un dossier de règles commerciales, mais aussi un dossier de protection et de promotion de notre modèle agricole et agroalimentaire, qui a été élu 3 fois de suite le plus durable du monde, et d'en faire aussi un dossier de souveraineté alimentaire. L'étude réalisée par le service économie des chambres d'agriculture apporte des éléments pour nourrir les débats, identifier les opportunités et les risques que ces outils comportent. Je me permettrai de vous en remettre chacun un exemplaire, mais je suis aussi absolument certain que les échanges seront nombreux et intenses ce soir et vont contribuer à animer les débats, mais vont surtout contribuer à mieux protéger les agriculteurs français. Merci à vous et je cède la parole à Monsieur le ministre de l'Agriculture. Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher Sébastien Windsor, mesdames et messieurs les membres du bureau, mesdames et messieurs les présidents, présidentes des syndicats, des chambres d'agriculture, mesdames et messieurs les parlementaires. Vous êtes nombreux ce soir, et Monsieur le Ministre, cher Clément. C'est vraiment avec beaucoup de plaisir que j'interviens devant vous cet après-midi sur ce sujet ô combien majeur que vous avez résumé la politique commerciale européenne entre défis environnementaux et préservation de la compétitivité de l'agriculture. Pourquoi c'est très important? Parce que moi je considère que la politique commerciale doit être un instrument de politique publique. Et quand on dit ça, ça veut dire beaucoup de choses. C'est-à-dire que la politique commerciale doit être un des éléments des politiques publiques permettant d'arriver à un certain nombre de finalités, et notamment des finalités que vous avez résumées dans la façon que vous avez eue de décrire cette conférence, c'est-à-dire à la fois faire les transitions et à la fois améliorer la compétitivité de notre agriculture. Et au final, ça pose une question sous-jacente, et permettez-moi d'abord de commencer par cela avant d'arriver dans le vif du sujet. La question sous-jacente que vous posez, en fait, c'est comment arrive-t-on aujourd'hui à faire ces transitions sans dégrader soit notre modèle agricole, soit la compétitivité de nos agricultures. C'est ça la question qui est clé. La première des réponses à cette question, à mes yeux, c'est de sortir d'un dogme qui aujourd'hui ne marche plus, et moi je pense d'ailleurs n'a jamais marché, c'est de ne pas parler de création de valeur économique quand on parle de création de valeur environnementale. Aujourd'hui, les créations de valeur environnementale, on les a toujours beaucoup plus imposées par injonction que mises en place en se disant comment cela rapporte une valeur économique au même moment. C'est-à-dire qu'on ne parle pas assez compte de résultats et beaucoup trop normes qui aujourd'hui imposent, stipulent et obligent à un certain nombre de transitions. Et je crois que c'est très important de l'avoir en tête, y compris sur un sujet majeur dont on pourrait parler des heures, qui est la question du carbone. Et je dis tout de suite, parce on pourra avoir des débats là-dessus, aujourd'hui, la question par exemple du carbone aux frontières est une question incroyablement complexe. D'abord parce que si vous faites le bilan carbone d'un élevage, de nos beaux territoires d'élevage, par rapport au bilan carbone d'une ferme avec plus de 10 000 animaux au continent sud-américain, le bilan carbone est meilleur là-bas, transport inclus. Aussi parce que si vous faites à ce moment-là l'inclusion dans la taxation carbone aux frontières, ça implique quoi? Ça implique d'être inclus dans tous les mécanismes ETS, et ces mêmes mécanismes ne sont pas des mécanismes qui associent création de valeur économique, mais sont des mécanismes qui imposent une diminution des émissions de CO2, sans se soucier de la création de valeur économique derrière. Et par cet exemple du carbone, on voit bien aujourd'hui que va se jouer la première des réponses à cette question, c'est-à-dire comment faisons-nous aujourd'hui en sorte que si on veut faire ces transitions, et notamment agroécologiques, il nous faut toujours nous poser la question de comment cela permet de créer de la valeur, et de la valeur économique pour le compte de résultats de celles et ceux qui le font. C'est au final assez du bon sens, ce que je dis. C'est beaucoup plus rapide quand vous y trouvez un intérêt, et notamment économique, que quand vous ne le trouvez pas. Mais ce bon sens, parfois, il a été perdu des débats, et vous pouvez compter sur moi à chaque fois pour le remettre au centre. La deuxième des réponses à cette question, c'est d'abord une vision.
Et moi, ce qui m'a beaucoup surpris, et je m'en suis encore ému tout à l'heure, et je parle devant Madame et Monsieur le sénateur quand je répondais à une question au gouvernement pour l'un de vos collègues, où j'étais interrogé sur la stratégie Farm to Fork, et je disais, ce qui m'épate dans cette discussion sur la stratégie Farm to Fork, c'est qu'on oublie le rôle principiel de l'agriculture, qui est son rôle nourricier. Aujourd'hui, regardez, c'est avec stupéfaction qu'on peut considérer que lorsqu'on parle d'agriculture et lorsqu'on parle de production agricole, plus personne ne parle du rôle nourricier de l'agriculture. Moi, et je parle devant une ancienne professeure que j'ai eue, quand on m'apprenait l'agriculture, on me disait il y a 25 ans que l'Europe avait un rôle nourricier majeur. Pas que pour l'Europe d'ailleurs, y compris à travers les frontières européennes. Et ça, ce rôle nourricier, il a complètement été abandonné. Et c'est très dangereux que de perdre de vue cette vision principale qui est la vision nourricière. Et la troisième réponse à la question, c'est que notre modèle agricole, c'est quoi ? Notre modèle agricole, il est fondé sur la qualité. Il ne sera jamais, j'ai déjà eu l'occasion de dire devant vous, il ne sera jamais fondé uniquement sur de la compétitivité coût. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas améliorer la compétitivité coût. Et je crois pouvoir dire que je m'y emploie à travers le plan de relance ou maintenant France 2030. Mais notre modèle agricole, il est fondé sur la compétitivité hors coût qui est la qualité. Et n'en déplaise à certains, si on veut préserver un modèle agricole qui est fondé sur une compétitivité qui est hors coût, il faut absolument que la politique commerciale, qui est un élément de politique publique, puisse nous protéger contre celles et ceux qui ne feraient du seul credo de compétitivité, la compétitivité économique et la compétitivité coût. Et donc c'est essentiel à mes yeux. Alors une fois que j'ai dit ça, comment on fait de manière efficace pour avancer sur ce sujet ? Pour moi, il y a 4 voies qui sont importantes. D'abord, il y a une voie qui est essentielle, c'est de lutter contre le dumping au sein de l'Union européenne. Pourquoi c'est important ? Parce que si on ne lutte pas contre le dumping au sein du marché commun, on aura beaucoup moins de force, nous, Europe, pour aller porter ce socle de valeurs environnementales et sociales à l'échelle internationale. Et je crois que c'est très important de commencer par la base. C'est ce qu'on a fait avec Clément Beaune, et vraiment je voudrais remercier le ministre Beaune parce que j'ai à chaque fois eu son plein et entier soutien à tous les niveaux européens. Mais c'est ce qu'on a fait quand au niveau de la PAC, pour la première fois, on a inclus un volet social, ou quand au niveau de la PAC, on a obtenu, et c'est la France qui était à la manœuvre, que l'éco-régime il soit obligatoire pour tous. Et je voudrais saluer également la présidente du COPA qui a beaucoup œuvré en la matière. Le deuxième élément, c'est qu'une fois qu'on a réussi à résoudre le problème interne au niveau européen, il faut absolument que les politiques commerciales prennent comme socle le socle dont nous sommes convenus, nous, ministres de l'Agriculture, comme le socle environnemental, et l'imposent dans les différents accords de libre-échange. C'est pour ça, je le dis et je le redis, la France s'oppose au Mercosur. Il n'y a pas de débat, c'est non le Mercosur, pour les raisons que je viens d'exposer. Et il y a des débats qui sont en cours. Vous savez, la vigilance qui est la nôtre, par exemple, sur les négociations commerciales, par exemple, avec l'Australie. Le troisième élément, c'est qu'il faut avancer beaucoup plus vite qu'on ne le fait aujourd'hui sur la question des clauses miroirs. Les clauses miroirs, en plus, ont un statut un peu hybride parce qu'ils ne relèvent pas à proprement parler de la politique commerciale. Ce sont des éléments de politique commerciale qui relèvent des différents cénacles au niveau européen. Par exemple, les clauses miroirs sur lesquelles on se bat aujourd'hui sur les antibiotiques de croissance dans le domaine animal, ça relève en fait de la commissaire à la santé. Ce qui ne facilite d'ailleurs pas forcément la tâche pour réussir à obtenir rapidement la mise en place de ces clauses miroirs. Mais il nous faut absolument continuer, et je crois que toutes celles et ceux qui suivent ce dossier de près savent à quel point je suis extrêmement attaché, impliqué pour qu'on arrive enfin à obtenir ces clauses miroirs. Et je pense, mais d'ailleurs, et je salue son président, la FNB a fait des études juridiques dessus qui montrent que d'aucune manière que ce soit, ce serait un considérant juridique qui nous empêcherait de mettre en place ces clauses miroirs. De manière générale dans la vie, d'ailleurs, quand on ne veut pas faire quelque chose, on dit souvent que c'est de la faute d'un problème juridique. Vous en conviendrez avec moi. En l'occurrence, si on veut mettre en place aujourd'hui ces clauses miroirs, on peut le mettre en place et on va se battre. On l'a déjà fait pour les hormones, on va le faire pour les antibiotiques de croissance. La quatrième voie, c'est l'origine.
Je voudrais vraiment saluer les parlementaires sur ce sujet. Ça fait maintenant de longues années que vous vous battez pour qu'on aille plus loin dans la reconnaissance de ces origines. On a eu un marathon légistique, notamment à travers les différents textes de la loi Egalim, et je salue le député Moreau qui était le rapporteur de la première des deux lois, pour faire en sorte que demain, l'origine puisse être clairement indiquée, notamment dans la restauration hors domicile sur les viandes. Le décret va être pris grâce à la loi Egalim 2 d'ici la fin de l'année pour une application le plus rapidement possible en 2022. Mais on sait qu'il faut aller plus loin. La présidente Prima pourrait en témoigner. On a beaucoup discuté de ce sujet-là sur le miel, par exemple, pour ne citer que ça. Et on doit revoir tout le règlement INCO pour les spécialistes qui arrive très prochainement. Et donc, vous le voyez, pour moi, il y a d'abord une vision politique qui est de considérer la politique commerciale comme un élément de politique publique. Une vision qui revient à se poser la bonne question initialement, c'est comment on fait en sorte pour faire ces transitions en gardant notre modèle agricole, en gardant la compétitivité qui est la nôtre et en faisant en sorte que nous ne soyons pas dans des impasses techniques. Alors, mais c'est pas cette tribune c'est pas le sujet de cette tribune, mais ça m'aurait permis aussi de vous parler de cette troisième révolution agricole que je porte et qui, à mes yeux, est vraiment ce qui doit nous empêcher justement d'être dans les impasses dans lesquelles on se retrouve, c'est-à-dire un monde agricole qui depuis 40 ans, auquel depuis 40 ans on a imposé des transitions sans se poser la question de savoir si ça ne nous menait pas dans des impasses et à la fin des fins, la conclusion qui est l'étude de JRC de cet été. Mais au-delà de cette vision, au-delà de ces 4 voies très concrètes que je viens de vous évoquer et qui seront les priorités d'action de la présidence française de l'UE au niveau agricole qu'on porte avec Clément Beaune, je voudrais juste conclure sur un dernier point qui est le momentum politique. Pourquoi c'est très important ? Parce que quand on veut faire bouger les lignes, il faut toujours avoir une vision très claire, je vous l'ai donnée, j'aurais pu la détailler mais le temps est contraint, des objectifs à très court terme, je vous les ai dit, sur certains accords de libre-échange, sur les clauses miroirs, sur le level playing field au sein de l'Europe, et on aura un texte lors de la présidence française qui est ce règlement sud qui va venir sur la table des discussions et qui va nous permettre justement de porter la chose. Mais il faut avoir un troisième élément qui est essentiel, c'est le momentum politique. Ça veut dire quoi le momentum politique ? Ça veut dire qu'il faut qu'on rassemble autour de cette vision et de ces objectifs. Et objectivement, pour les experts que vous êtes, il y a 5 ans, quand on parlait réciprocité au niveau européen, parfois certains criaient à l'hérésie. Aujourd'hui, les choses ont beaucoup évolué, y compris lors de la PAC, puisqu'on a réussi à avoir une déclaration conjointe des 3 institutions en disant que la politique commerciale devait devenir un élément de politique publique, y compris pour atteindre Farm to Fork, y compris dans le domaine agricole. J'en veux pour preuve également une tribune que j'ai signée avec plusieurs de mes collègues, notamment espagnols et autrichiennes, qui dit exactement ce que je viens d'expliciter. J'en veux pour preuve la dynamique qu'on a au niveau du Conseil agricole, où aujourd'hui on est tous alignés. J'en veux pour preuve également le Parlement européen qui, hier soir, a voté l'amendement d'Hoffmann, pour les spécialistes que vous êtes, disant, suite à cette étude de la JRC, il faut se poser la question d'avoir une vraie étude d'impact. Donc on sent qu'il y a les prémices de ce momentum politique. Moi, je pense qu'il faut y aller le plus loin possible. Ce sera un pas de temps qui sera plus long que les 4 voies que j'évoquais, qui sont des voies de court terme, mais ce sera un pas de temps qui est, même s'il est générationnel, il doit nous conduire à vraiment faire bouger un certain nombre de lignes. Lors du dernier congrès de la FNSEA, je me suis surpris à citer Ricardo lors de ce congrès. Plusieurs m'ont fait la remarque après, mais je persiste et signe. La politique commerciale, aujourd'hui, est fondée sur une thèse économique vieille du début du 19e siècle, qui est la thèse de Ricardo, qui dit les avantages comparatifs. Le problème, c'est qu'il lui manque une virgule. Des avantages comparatifs, sauf si cet avantage comparatif, il repose sur une destruction de valeur environnementale. Parce qu'aujourd'hui, qu'on nous importe à bas coût des productions qui seraient interdites dans notre pays ou des productions qui emmènent déforestation ou biodiversité dégradée et des choses qui, en fait, ne seraient pas acceptées au début du commencement dans notre pays, est un non-sens, mais un non-sens économique, un non-sens en termes de souveraineté. Vous connaissez mon attachement à la souveraineté agroalimentaire qui est partagé par la PCA et tous les présidentes et présidents que vous êtes, mais un non-sens aussi environnemental. Et l'étude de la JRC nous le dit bien, puisque 2/3 des émissions qu'on réduirait au titre de la PAC non CO2 seraient substituées par ces importations.
Et donc il nous faut absolument recréer ce momentum politique et pousser pour faire bouger les lignes. Je peux vous rassurer que les parlementaires s'y emploient beaucoup. Ils vous parleront sûrement d'un article 44 de la loi Egalim que vous connaissez bien, qui nous pose une difficulté, c'est qu'on ne peut pas l'appliquer en droit national, c'est en droit européen, mais qui montre bien qu'il y ait une volonté commune partagée par l'exécutif, par le législateur aujourd'hui en France, à avancer en ce sens. Et je crois au final, et je terminerai là-dessus, que toutes les réflexions que vous pourrez avoir cet après-midi pour bâtir ce chemin, qui est parfois un chemin de crête, mais qui est un véritable combat, avec des victoires de court terme, avec des victoires, c'est-à-dire les 4 voies que j'évoquais, avec des victoires de moyen terme, c'est-à-dire la création de ce momentum politique, la revue de la pensée économique fondatrice de l'OMC et des accords d'abord de ce qu'on a appelé le cycle de Doha, est quelque chose d'absolument essentiel. Et vous pouvez compter sur ce gouvernement pour pousser en ce sens, notamment dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Je vais demander à Clément Beaune de nous rejoindre, secrétaire d'État aux Affaires européennes. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Ministre, cher Julien de Normandie, Monsieur le Président Windsor, Mesdames et Messieurs les présidentes et présidents, Mesdames et Messieurs les parlementaires. Je suis très heureux de pouvoir m'exprimer devant vous. Ma présence est peut-être moins naturelle, moins fréquente que celle du ministre de l'Agriculture, mais je crois qu'elle a beaucoup de sens, non pas pour ma personne directement, mais parce que le combat européen est intrinsèque à la défense de l'agriculture française et d'un modèle agricole. Je ne le dirais pas mieux que Julien de Normandie. Je souscris évidemment, pas seulement par solidarité gouvernementale ou par amitié personnelle, mais par conviction profonde à ce qu'il vient de dire. Et donc je ne répéterai pas ces grands enjeux ou ces grands axes, mais je veux quand même partager avec vous une conviction qui, je sais, vous rassemble, vous anime et que vous portez aussi au quotidien. Il n'y a pas d'agriculture française sans Europe forte. Et il n'y a pas d'Europe forte sans agriculture française et européenne. Les deux sont liés depuis le départ. Je rappelle à tous ceux qui aujourd'hui font le procès de l'Europe, et j'y reviendrai, il y a beaucoup de choses à changer, que la politique agricole commune, ce n'est pas un hasard, est la première politique européenne, intégrée. Et que d'ailleurs la France a soutenu le projet européen au départ. Souvent on invoque aujourd'hui le général de Gaulle. Laissons-le parfois tranquille, mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il n'était pas très favorable aux traités européens au départ, et qu'une fois revenu aux responsabilités, il les a consolidés, accéléré la mise en œuvre du marché commun à l'époque, parce qu'il y avait la PAC, qui était la condition sine qua non de la construction d'un marché ouvert interne à l'Europe, et plus tard d'une politique commerciale ouverte, mais qui doit aujourd'hui, comme Julien de Normandie l'a dit, être réformée. Donc c'est une vérité historique, c'est une vérité, j'allais dire, culturelle. Les deux sont intrinsèquement liés. Et je ne vais pas faire une longue publicité pour l'action européenne que nous menons, mais je veux quand même rappeler à cette occasion 2-3 éléments récents que vous connaissez, mais qui méritent, je crois, d'être soulignés et partagés explicitement. Nous sommes battus pour cette raison même du lien existentiel entre l'Europe et l'agriculture, avec Julien de Normandie, sous l'autorité du président de la République, avec beaucoup d'entre vous, pour que nous ayons d'abord une PAC qui soit préservée dans ses moyens budgétaires. Le budget ne fait pas tout, on peut rêver mieux, mais sans avoir sauvé, préservé un budget ambitieux, notamment le fameux premier pilier de cette politique agricole commune, il y a maintenant 2 ans dans les négociations budgétaires européennes, et chacun le sait, Julien le sait en particulier, ça n'était pas gagné, nous ne pourrions pas parler du reste. Et donc je pense qu'il faut qu'on se souvienne à chaque fois de ce que l'Europe, et c'est un combat quotidien, régulier en tout cas, fait pour soutenir une agriculture vivante et un modèle agricole européen et en fait largement français. Je veux dire aussi, avant de venir à tout ce qu'on doit améliorer, parce qu'il y a beaucoup de choses et c'est pour ça qu'on prépare la présidence française de l'Union européenne, que à tous ceux qui feraient un peu rapidement un procès à charge où jetteraient le bébé européen avec l'eau du bain, que tout ce qu'on a mentionné, tout ce que Julien de Normandie rappelait, tous les défis auxquels on doit faire face, de concurrence interne à l'Europe et de concurrence confère la politique commerciale externe à l'Europe. Nous ne saurions jamais mieux le régler, quand bien même l'Europe ne fait pas tout bien aujourd'hui, en cassant le jeu ou l'outil européen.
posons-nous la question d'un certain nombre de contraintes, d'un certain nombre d'exigences qui sont posées pour l'agriculture française, pour son verdissement, pour d'autres modes de production. Et Julien de Normandie le dirait mieux que moi, elle l'a dit mieux que moi. On sait à quel point c'est une difficulté de cette transition qui n'est pas toujours prise en compte économiquement, dans la valeur qu'elle crée et donc qui doit être rémunérée. Si nous n'avions pas un jeu européen sur ce sujet, ce serait bien pire. Imagine-t-on, la concurrence interne à l'Europe est très forte, imagine-t-on la situation si aujourd'hui, faisons une fiction dramatique, il n'y avait plus du tout de politique intégrée. Si nos règles, Julien parlait des éco-régimes, ce fut un combat qui a été gagné, il y en aura d'autres de cette nature. Mais croit-on qu'on imposerait des règles aux autres si on n'était plus dans un marché commun agricole et dans une politique agricole intégrée? On serait dans une concurrence interne à l'Europe encore beaucoup plus frontale que celle qu'on connaît aujourd'hui. On n'aurait aucun outil pour imposer des règles communes à nos voisins qui font du dumping. Et on aurait évidemment très peu de poids pour faire des négociations commerciales qui imposerait demain, car c'est le combat que nous menons, un certain nombre de standards de contrôle qui doivent être renforcés pour préserver les exigences, notre qualité alimentaire, notre souveraineté alimentaire. Donc je crois qu'il faut quand même toujours se rappeler, avant de faire le pivot et le changement et la réforme profonde de beaucoup de politiques européennes, qu'on a besoin de cette action commune. Et que si on se demande par l'absurde, mais malheureusement ces questions se posent, si on n'avait pas cette communauté européenne, au sens le plus profond du terme, le plus historique du terme, nous n'aurions pas la capacité d'agir. Alors maintenant, une fois qu'on a dit ça, je ne suis pas venu faire un long placard publicitaire, tout ce qui doit changer est évidemment essentiel. Je suis même sûr que, Julien de Normandie le disait, ce gouvernement le porte avec la profession, avec nos parlementaires, avec beaucoup de relais. Nous ne pouvons pas justement supporter ce dumping interne à l'Europe. Vous avez un certain nombre de transformations très profondes à conduire, que vous conduisez. Les éco-régimes en sont l'exemple le plus récent. Si on n'a pas des règles communes en matière de verdissement, de mode de production, d'exigence sur des pesticides ou d'autres activités qui sont européennes, nous ne pouvons pas continuer à demander ces exigences à nos propres agriculteurs. Et donc, sur tous ces sujets, nous devons évidemment avoir une PAC qui non seulement préserve les moyens budgétaires, mais agir davantage. J'en viens à la dimension internationale qui est encore plus emblématique de cette adaptation indispensable. Et je le dis, nous menons avec Julien de Normandie, avec Franck Riester, en charge du commerce extérieur, ce combat. Permettez-moi de faire un très rapide détour. C'est un changement de logiciel qui concerne l'agriculture, en tant qu'elle est centrale et liée à la construction européenne, mais c'est un changement de logiciel très profond que nous demandons au niveau européen. Je ne vais pas faire un long cours d'histoire dont je ne suis pas le meilleur expert, mais quand vous regardez à très grands traits les étapes de la politique commerciale européenne, pour en revenir à l'agriculture dans un instant, on a eu, d'ailleurs c'est aussi un schéma mondial, une première étape qui consistait à faire des accords commerciaux pour baisser les tarifs. Nous avons été dans une période, cela a eu ses bénéfices et ses effets, de baisse massive pendant 30 à 40 ans, c'était les fameuses époques des cycles du GATT, de baisse des tarifs. Nous sommes, je crois, allés au bout de la logique. Et puis il y a une deuxième étape qui s'est ouverte, dans laquelle malheureusement nous sommes encore parfois enfermés, qui a été celle de la suppression des fameuses, faites pas écho à Ricardo, mais les spécialistes plus tardifs du commerce international, des fameuses barrières non tarifaires. On supprime un certain nombre de règles. Disons-le honnêtement, l'OMC est à la fois un organe de régulation et un organe qui a poussé à la suppression d'un certain nombre de barrières non tarifaires, y compris quand on était dans le domaine agricole et qu'on touchait au cœur des standards qui protègent notre mode de vie. Et nous n'avons pas réussi, je crois qu'il faut le reconnaître humblement, en Europe, et la France est sans doute en pointe dans ce combat nouveau, à passer à ce que Julien parlait de troisième révolution agricole, je dirais un troisième âge de la politique commerciale, qui est celui dans lequel je crois, parce que l'avenir ne sera pas sans accords commerciaux, mais on change complètement le logiciel des accords commerciaux. Car les accords commerciaux tels qu'on les connaît, d'où notre combat et notre fermeté très nette contre le Mercosur, c'est parce qu'il est un accord commercial d'aujourd'hui adapté au monde d'il y a 30 ans. Pardon de le dire un peu brutalement. Aujourd'hui, on ne peut plus avoir des accords qui consistent à simplement faire des échanges par l'abaissement des barrières. Il faut qu'il y ait une exigence, et même je dirais qu'on retourne le sujet, idéalement on n'y est pas du tout, mais que les accords commerciaux futurs, si un jour on doit en avoir de nouveau, soient des accords qui imposent des standards beaucoup plus élevés. Et donc cette bataille, on n'y est pas. Ce que disait Julien de Normandie, et on l'a souvent partagé, c'est qu'effectivement il faut quasiment une nouvelle théorie du commerce international que l'Europe doit construire et doit défendre. Et tant qu'on n'est pas dans ce nouveau paradigme, je crois qu'on se ferait du mal,
pas seulement pour l'agriculture française, pas seulement pour la France, et d'ailleurs pas seulement pour l'Europe, à aujourd'hui avoir des accords commerciaux qui font comme avant, comme si le bilan carbone des transports, comme si faire venir des produits agricoles d'Australie était naturel, comme si ne pas se préoccuper de l'application de règles vétérinaires, de contrôle alimentaire, de qualité des produits dans l'agriculture comme dans d'autres domaines n'était plus un sujet. Évidemment, c'est une préoccupation pour le monde agricole, mais pour tous nos concitoyens. D'où, on le sait, les polémiques légitimes qui ont surgi sur des accords comme le CETA, comme aujourd'hui le Mercosur, et notre fermeté à cet égard. Donc il faut inventer cela, et la présidence française doit être une étape. Elle ne va pas faire entièrement cette révolution intellectuelle et commerciale, disons-le, mais je voudrais mentionner quand même quelques outils avec leurs avantages et leurs faiblesses. Je ne reviendrai pas sur les clauses miroirs qui sont exactement le cœur de ce sujet. Nous les portons, je dois dire avec une admiration amicale que le ministre de l'Agriculture les porte avec une énergie que je ne soupçonnais même pas, pourtant te connaissant bien, parce que quand nous avons eu la première discussion sur que fait-on pour la présidence française de l'Union européenne, il y a maintenant 14 mois à peu près, quand nous avons pris nos fonctions respectives, il me disait, moi, mon but, c'est les clauses miroirs. Je suis reparti en me disant, il a raison, mais comment fait-on ? Et puis, on l'a construit, beaucoup d'entre vous sont à la manœuvre, certains ici au Parlement européen, Julien lui-même dans chaque conseil et au-delà, de la presse aux négociations de coulisses nocturnes. Bon, on va y arriver, ça j'en suis absolument convaincu. Je ne sais pas, et je ne pense pas, pour être tout à fait honnête, qu'on ne finira ce débat sous présidence française, mais je crois qu'on marquera des points irréversibles sous cette présidence française du Conseil de l'Union européenne, dans le Conseil Agri que présidera à cette occasion Julien de Normandie. Et donc ça, c'est, je crois, le combat central. J'y reviens pas. Le ministre de l'Agriculture l'a dit mieux que je ne pourrais le faire. Et puis, il y a d'autres outils. Il y aura des propositions prochaines, dès la mi-novembre, sur, par exemple, une stratégie européenne pour contre, plus exactement, la déforestation importée. Il faudra regarder de près le texte, car le diable se cache dans les détails. Je pense que c'est un outil puissant à cet égard qu'on pourra faire aussi avancer sous cette présidence française au premier semestre 2022. Et puis, il y a un sujet, mets les pieds dans le plat, parce qu'il a ses ambiguïtés. Et je veux le partager très sincèrement en ne prétendant pas avoir la réponse définitive avec vous cet après-midi, parce que nous en faisons une priorité de la présidence française, c'est ce fameux mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, qui, je le dis tout de suite, en l'état actuel ne couvre pas les productions agricoles. Et je crois d'ailleurs que ce ne serait pas raisonnable, il y a la question des engrais qui est un peu spécifique, mais au-delà, il n'est pas prévu dans la proposition de la Commission, dans les débats qui s'ouvrent, que son extension soit pour maintenant. Et je crois que sur ce sujet, il faut être très enthousiaste, si je puis dire, et très pragmatique. En soi, et j'élargis un peu le débat au-delà de la question agricole, un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, c'est l'incarnation en matière climatique de tout ce que je disais à l'instant et de ce que Julien disait précédemment sur la refonte de notre politique commerciale. C'est quoi en résumé ? Parfois on dit, mais je me garderai de citer ces mots, une taxe carbone aux frontières de l'Europe. On sait à quel point les mots sont sensibles, mais c'est l'idée d'un instrument de justice commerciale et écologique. On ne peut pas demander de manière générale à l'industrie automobile européenne, à l'industrie sidérurgique européenne de faire des efforts uniques au monde pour verdir sa production et que dans le même temps, vous ayez des producteurs chinois, indiens, américains, peu importe, qui viennent sur notre marché ouvert, je le rappelle, et qui vendent sans avoir aucun prix du carbone, aucune exigence environnementale ou autre à subir. Ça, c'est exactement ce qu'on disait sur les accords commerciaux que nous critiquons, et certains que nous ne voulons pas. C'est une injustice économique, écologique et sociale qu'on ne peut pas tolérer. Et donc l'idée centrale de ce mécanisme, c'est de remettre, certains parlent d'écluse, je trouve que c'est une jolie image, à niveau les producteurs européens, en l'occurrence plutôt dans le milieu industriel, et les producteurs extérieurs. Mais il faut voir comment ça marche, parce qu'évidemment, les produits des uns sont les intrants des autres, et les effets d'un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, on ne les a jamais vus en pratique nulle part dans le monde. Il y a beaucoup de travaux académiques, pour le coup ça ne manque pas de Ricardo en l'espèce, mais personne n'a jamais fait fonctionner la machine en vrai. Moi je suis peut-être, certains diront, de bon sens paysan, mais je préfère qu'on voit comment ça marche avant de l'étendre à quoi que ce soit. Donc, on sera très pragmatique là-dessus, on le défend, mais ce que je veux dire par là, c'est que sa logique même est bien celle qu'on essaye d'appliquer à travers l'outil des clauses miroirs en matière agricole, à travers la refonte de la politique commerciale que nous portons. Mais il n'y aura pas d'application imprudente, excessivement rapide, d'un mécanisme à des produits sur lesquels on ne sait pas mesurer l'effet. Je veux le dire très clairement aujourd'hui pour qu'il n'y ait pas d'angoisse ou d'inquiétude à cet égard. Et donc pour la présidence française, nous aurons ces différents sujets à porter,
un autre regard sur la politique agricole, une refonte de la politique commerciale. Et puis, je le dis aussi pour conclure et remercier aussi notamment nos parlementaires qui se sont beaucoup battus comme vigies et comme soldats de ces combats. L'Europe agricole, ce sont toute une série de points de vigilance au quotidien sur des règles environnementales, sur des règles sanitaires, et parfois, Julien de Normandie disait, de manière un peu trop éclatée. Il faudrait qu'on retrouve un peu de cohérence dans le suivi de ces affaires agricoles. Parfois, on le voit, c'est plutôt la question de la pêche, mais soyons vigilants sur certains produits agricoles directement. L'application de l'accord sur le Brexit. Sur tous ces sujets, nous aurons une vigilance totale. Et nous l'avons fait parfois sur certains programmes, je pense au POSEI pour l'agriculture des Outre-mer. À chaque fois, et je ne le dis pas pour nous flatter, mais plutôt pour nous encourager à la vigilance et à maintenir le combat, et à ce que vous nous alertiez à chaque fois que c'est nécessaire. Quand nous avons dû sauver le budget du POSEI qui était en danger, nous l'avons fait avec Sébastien Lecornu et Julien de Normandie. J'étais récemment à La Réunion, j'ai pu voir à quel point c'était utile et important, à quel point sur des points d'alerte qui peuvent être des indications géographiques, l'étiquetage alimentaire ou d'autres sujets, nous serons vigilants pour être offensifs ou défensifs selon les sujets. Mais en tout cas, cette présidence française ne sera pas l'écriture entière d'un chapitre. Elle sera un point de départ ou d'accélération. Je présente souvent cette présidence comme un accélérateur des idées françaises pour l'Europe, notamment sur la question des clauses miroirs ou sur d'autres sujets, pour que nous ayons un modèle plus juste, rémunérateur, dans lequel les exigences et parfois les contraintes de transformation ne soient jamais mal partagées et que la juste protection vous soit toujours fournie. Parce qu'à la fin, si l'Europe et l'agriculture sont liées depuis le départ, c'est parce qu'une conviction simple s'était forgée au début des années 60, c'est que nous devions défendre une politique agricole, qu'il n'existe aucune agriculture, je le dis sous le contrôle du ministre, qui ne bénéficie pas d'une politique publique. Ça n'est pas vrai, ou alors c'est la course vers le moins-disant et la destruction d'un modèle agricole nourricier à brève échéance. Et donc là-dessus, nous serons extrêmement engagés pour faire de la présidence française du Conseil de l'Union européenne ce moment de protection renouvelée, de défense acharnée et d'engagement européen, notamment pour refonder notre politique commerciale dans les mois à venir, mais c'est un combat qu'il ne faudra pas lâcher dans les années qui viennent. Merci beaucoup d'être engagé aussi dans ce combat, plus concrètement encore, et merci pour votre invitation. Merci. Merci Monsieur le Ministre et à tout à l'heure puisque vous allez participer à notre première table ronde dans quelques minutes. Je vais d'abord demander à Thierry Pouche de nous rejoindre, chef économique aux chambres d'agriculture. Vous pouvez l'applaudir. Installez-vous, bienvenue. Vous avez mené une étude sur la politique commerciale de l'Union européenne et le climat. Vous nous rappelez d'abord le contexte, il y avait plusieurs éléments à prendre en compte. Oui, bonsoir. Ces éléments, ils ont été pratiquement rappelés par les interventions du président Windsor et des deux ministres. Rappeler que le multilatéralisme s'essouffle. On est à quelques encablures de l'accord de Marrakech, du 30e anniversaire de ces accords. Et le bilan est quand même assez mitigé, à tel point que le cycle de Doha qui a succédé à ces accords sont aujourd'hui encore dans l'impasse. 20 ans après, c'est quand même la plus longue négociation de l'OMC. Et on cherche toujours des issues. On va voir si la conférence ministérielle de novembre va constituer des points d'avancement. Et par voie de conséquence, l'Union européenne a multiplié les accords bilatéraux pour essayer de maintenir justement des courants d'échange importants, dignes de son rang de premier exportateur mondial de produits agricoles et alimentaires devant les États-Unis. Alors ça a été rappelé également, les droits de douane constituent encore un sujet de négociation, même si c'est plus une priorité, mais il faut quand même rappeler que dans le secteur agricole, ces droits de douane sont plus élevés que dans l'industrie manufacturière. Donc d'une certaine manière, sur la marge de progression, il y a encore de la négociation à accomplir. Mais évidemment, c'est surtout sur les barrières non tarifaires que les tensions dans les négociations sont présentes. Et en particulier sur tout ce qui concerne la coordination, l'harmonisation d'un certain nombre de normes, la reconnaissance sur nos produits avec signe de qualité, par exemple.
Et c'est ce qui constitue parfois des tensions avec nos partenaires, avec ceux avec qui nous négocions, puisque ça peut être perçu comme des produits qui sont à l'origine de distorsions de concurrence, puisque les règles de production ne sont pas les mêmes entre les pays qui négocient. Alors sur ces accords bilatéraux qui ont été multipliés, les plus récents évidemment avec le Canada et avec le Mercosur qui donc pose évidemment beaucoup de problèmes au regard des problèmes qui sont maintenant qui se surajoutent à la dimension commerciale, les agriculteurs ont évidemment exprimé leurs préoccupations pour la préservation de leur compétitivité, de leur présence sur les marchés internationaux. Donc on sait pourquoi d'ailleurs, depuis notamment le CETA, l'accord avec le Canada, il y a eu des commissions d'évaluation qui ont été mises en place, en particulier la commission Schubert sur le CETA, qui a apporté des éclairages importants sur et des recommandations au sujet des risques inhérents justement en matière d'environnement et de santé publique. Là, on est sur une complexification supplémentaire puisque on prend en compte maintenant la dimension environnementale et la dimension santé publique. Et donc de ce point de vue-là, à travers les clauses miroirs et le mécanisme d'ajustement carbone à la frontière, qui va être un projet donc indissociable de la stratégie de l'Union européenne, mais aussi qui est porté par la France dans la perspective de sa présidence du Conseil de l'UE, eh bien on voit là que la complexité va être importante parce qu'il faut faire partager ça avec nos partenaires de l'Union européenne, mais aussi avec les États avec lesquels nous commerçons et avec lesquels nous avons des accords. Ouais, donc un contexte particulier, un contexte complexe. Est-ce que vous pouvez nous parler maintenant des résultats de votre étude ? Quels sont les points importants à retenir ? Alors, au préalable, je voudrais quand même rappeler que l'étude a été menée par Clémence Dehu, qui a effectué un stage dans cette maison. Et je voudrais saluer son travail, puisque ça a été une étude menée et réalisée quand même avec un certain brio, sur un exercice quand même assez difficile qui lui avait été demandé. Donc, qu'elle soit particulièrement et chaleureusement remerciée. Je voudrais aussi remercier l'équipe de Myriam de Coeur-Michel qui a accompagné Clémence tout au long de cette investigation, parce que ça a été quand même un accompagnement précieux. Alors, sur les principaux résultats, le premier auquel l'étude aboutit, c'est que finalement, la posture de l'Union européenne présuppose en quelque sorte une certaine compatibilité entre le commerce et l'environnement. Ce qui est quand même quelque chose d'assez nouveau. Et dans le cadre des accords de libre-échange, l'UE entend en quelque sorte montrer l'exemple, ou pour parler comme les géopolitologues, se constituer comme une puissance normative dotée d'un pouvoir d'influence sur ses partenaires ou sur ses futurs partenaires dans le cadre de nouveaux accords de libre-échange. Elle attend donc, à mon avis, de ses partenaires qu'ils adhèrent par l'échange, par une coopération renforcée aux exigences de lutte contre le réchauffement climatique et tous les règlements qui en découlent. Le deuxième résultat auquel l'étude aboutit, c'est évidemment l'examen et l'identification de tous ces outils qui ont été rappelés précédemment. D'abord, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières pour des produits importés comme l'acier, le ciment, les engrais. Mais on peut quand même se demander, et ça a été rappelé par Clément Beaune, pourquoi finalement l'agriculture ne figure pas dans ce mécanisme d'ajustement aux frontières. Ça va être probablement un sujet de discussion dans les mois qui viennent. La lutte contre la déforestation importée, c'est un point qui va être là aussi extrêmement important. La France s'est déjà engagée depuis 2018 dans ce processus avec la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée. Mais maintenant, il faut élargir évidemment à l'ensemble des États membres. Et puis les clauses miroirs, bien évidemment, qui, on le voit bien depuis quelques semaines, suscitent déjà de nombreuses controverses, de nombreux commentaires pour ou contre. Le principe, c'est qu'elles imposeraient, ces clauses miroirs, une réciprocité dans les normes de production sur les produits importés. Et il y a évidemment un certain nombre de travaux qui ont été menés parallèlement à notre étude. Le rapport d'Interbev de la Fondation Nicolas Hulot et de l'Institut Veblen a montré que ces clauses miroirs, finalement, pouvaient être compatibles avec les règles et l'esprit de l'OMC.
Et puis le troisième résultat, on a essayé avec Clémence d'identifier les gains, mais aussi les risques que comporte l'application de telles mesures, et plus spécifiquement les clauses miroirs, sachant que sur le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, ça suscite là aussi pas mal de travaux, et les économistes ne sont pas toujours tout à fait d'accord sur ce principe-là. Alors sur les gains potentiels à retirer de l'application de clauses miroirs, figure la possibilité à court terme évidemment pour l'Union européenne de contenir la progression des importations et de favoriser les activités économiques au sein de l'Union européenne. Et ça serait donc un avantage comparatif puisque les partenaires commerciaux devraient se lancer dans un réexamen de leur méthode de production, ce qui prendrait du temps et donc laisserait suffisamment de latitude aux États membres et aux acteurs de l'économie agricole. Mais toutefois, le processus va être très long et très complexe parce que la mise en place de clauses miroirs va-t-elle s'effectuer sur un produit, quelques produits ou l'ensemble des produits de façon immédiate. Ensuite, les risques que l'on a identifiés, ce sont les mesures de rétorsion que peuvent appliquer les États membres, les États qui sont concernés par ces accords de libre-échange et par ces clauses miroirs. Donc il y aurait probablement à la clé de ces mesures de rétorsion la perception d'une perte de confiance de la part de nos partenaires commerciaux vis-à-vis de l'Union européenne. Est-ce que cela va conduire à des amendements dans les traités commerciaux qui sont déjà signés ? Est-ce que cela va conduire à une suspension des négociations commerciales qui sont en cours ? Ou est-ce que, à la limite, de façon assez radicale, les traités qui ont été signés, par exemple avec le Canada, avec l'Ukraine, avec le Japon, est-ce qu'ils vont être totalement remis en cause et suspendus dans leur application ? Donc on voit bien que c'est quelque chose d'assez complexe, d'autant plus que pour certains partenaires commerciaux, l'idée a été exprimée que c'était quand même une façon de s'ingérer dans les pratiques économiques de ces États et donc d'une certaine façon, par contrepartie, une atteinte à la souveraineté de ces pays-là. Ensuite, les règles négociées et signées, si on fait l'hypothèse que ces clauses miroirs pourraient être partagées, n'impliquent pas toujours une application concrète ou en tout cas pas immédiate. Alors on le voit, et je terminerai là-dessus, le chemin à parcourir pour établir ces nouvelles règles commerciales qui conjuguent à la fois l'efficience économique mais aussi une attention particulière sur le dérèglement climatique, va être long, tortueux, ne serait-ce que pour une raison simple, c'est qu'en économie, très souvent, on s'aperçoit que le mondial se heurte au national. Mais ça en vaut la peine, et c'est pour ça que les débats vont être certainement riches et fructueux ce soir, pour la préservation de l'agriculture, évidemment, l'agriculture européenne et française, pour restaurer une certaine forme de souveraineté, d'autonomie de décision, et pour préparer l'avenir. Merci Thierry Pouche pour la présentation de cette étude. On va justement passer à notre première table ronde pour voir comment préserver l'environnement, mais aussi le libre-échange. Deux objectifs qui sont pas forcément faciles à concilier. On va en parler avec Clément Beaune, justement. Sophie Devienne, Nathalie Chaz et Gustavo Merlot. Vous pouvez les applaudir. Allez-y, je vous en prie, installez-vous de part et d'autre. Bonsoir. Allez, je vous présente nos invités, donc aux côtés de Clément Beaune qui nous fait l'amitié de rester pour cette table ronde. Sophie Devienne, professeure d'agriculture comparée et développement agricole, ex-membre de la commission d'évaluation du CETA, membre de l'Académie d'agriculture. Bonsoir. Nathalie Chaz, bonsoir. Directrice alimentation durable et relations internationales DG Santé à la Commission européenne. Bonsoir. Gustavo Merlot, chef de la section économique commerciale promotion des investissements de l'ambassade d'Argentine
en France. Merci d'être présent ce soir. Et puis bien sûr, vous allez pouvoir poser vos questions, vous qui nous regardez via le streaming. N'hésitez pas avec le chat à poser des questions à nos invités. Nous ferons un plaisir d'y répondre. Et si vous avez des questions, vous aussi dans la salle, n'hésitez pas à vous connecter au Wi-Fi et à participer à ce chat. On va démarrer avec vous, Clément Beaune. On a parlé de cette future présidence française de l'Union européenne, une opportunité pour faire avancer des dossiers, et notamment celui-ci, celui de la réciprocité des normes. Comment est-ce que vous allez faire? On l'a dit, c'est un travail au long cours, le début d'une longue discussion. Quelle est votre méthodologie, quel est votre état d'esprit juste avant cette présidence? Merci beaucoup. C'est deux choses à la fois. C'est d'abord une présidence, et ce n'est pas pour minimiser l'importance de ce semestre, mais c'est quelque chose qu'on prépare très à l'avance. Beaucoup des sujets sur le plan climatique, agricole, numérique ou dans d'autres domaines qu'on va essayer de faire aboutir sous la présidence française, on les prépare depuis longtemps, puisque sinon, en quelques semaines, en quelques mois, 6 mois, vous ne pouvez pas faire complètement aboutir un dossier que vous saisiriez le 1er janvier et feriez atterrir le 30 juin. Bon. Donc, ça n'est pas une baguette magique, c'est une construction de longue durée qui accélère pendant un semestre pendant lequel vous avez les manettes. La réciprocité, je le disais, ça vaut pour l'agriculture, mais c'est un combat que nous menons sur cette révolution mentale de la politique commerciale qu'on évoquait avec Julien de Normandie. C'est-à-dire que l'Europe doit assumer, je pense, car c'est un atout, ça je le maintiens, et je sais que c'est parfois vu comme difficile d'avoir un marché ouvert qui est le plus important marché ouvert au monde. Nous sommes un marché plus important que celui des États-Unis, plus ouvert que celui de la Chine. C'est parfois justement une sorte d'injustice, mais c'est un atout pour peu qu'on fasse deux choses. D'abord qu'on mette justement ces règles de réciprocité et petit à petit, cette dose de réciprocité progresse. On l'a vu par exemple, on essaye de le consolider dans l'ouverture des marchés publics, dans un certain nombre d'accords industriels. Et il faut maintenant le faire, c'est la logique des clauses miroirs en matière agricole. Comment on s'y prend? Ça se prépare, c'est pour ça que par exemple le Misériculture a ouvert ce débat avant même d'être en charge de la présidence du Conseil Agri, qu'avec cette tribune, avec des propositions concrètes, on fait avancer des sujets. Et le mieux pour essayer d'avoir des résultats qui durent, c'est de commencer par un certain nombre de sujets. Par exemple, sur l'interdiction d'un certain nombre d'hormones, de substances dangereuses, on demande que là où l'interdiction est faite en Europe, on l'applique à des produits importés. Bon. Mais il faut le généraliser, c'est le principe des clauses miroirs. Je pense que de manière générale, on a réussi à faire changer, parce que vous gagnez cette bataille des esprits avant de gagner la bataille des actes, l'état d'esprit des Européens. Comment on arrive justement à faire changer d'état d'esprit nos partenaires européens? On n'est pas tous d'accord là-dessus. Non, bien sûr, mais en montrant les effets. Je prends un exemple, parce qu'il concerne pas seulement l'agriculture, peut-être pas principalement l'agriculture ailleurs, mais l'industrie, beaucoup la Chine. Il y a 5 ans, c'est pas lié à des alternances politiques, etc., il y a 5 ans, l'état d'esprit collectif européen, c'était de dire soyons le plus ouverts possible. Battons-nous entre nous pour attirer des investissements chinois. La mentalité européenne, pour mettre les pieds dans le plat sur les accords commerciaux qui concernent directement l'agriculture, c'était signons le plus vite possible, le plus d'accords, bilatéraux notamment, possible. Bon. Je crois que les attentes de nos citoyens, la mobilisation de professions, d'organisations non gouvernementales pour dire attendez, c'est très sympathique d'être ouvert, mais quel est l'impact sur notre alimentation? Est-ce que les contrôles vétérinaires, par exemple, sont effectués de bonne manière dans notre pays partenaire ou notre région partenaire? Est-ce qu'on est sûr que le process de production n'intègre pas des substances, des pesticides qui sont interdits chez nous? Auquel cas. Et donc, cette illustration, et si je puis dire, ce décortiquage des mécanismes de non-réciprocité, nous l'avons fait, et je le dis très sincèrement, c'est vrai en matière agricole, c'est vrai en matière industrielle, nous ne sommes qu'au début de la prise de conscience du fait que nous ne pourrons pas rester un marché ouvert si nous n'avons pas des mécanismes d'ajustement, c'est vrai pour le carbone, c'est vrai pour les standards alimentaires encore plus, dans les accords commerciaux ou d'autres. Aujourd'hui, on n'est pas dans le bon modèle, on est dans un modèle qui consiste à casser des barrières. Donc ça, c'est pas la réciprocité. Il faut abaisser les barrières quand l'autre abaisse les barrières de la même manière sur les sujets qui comptent. Alors, je pense que vous pouvez vous entendre effectivement face à des géants comme la Chine, comme les États-Unis. Mais ce dumping interne que vous dénonciez tout à l'heure, comment on fait pour convaincre nos partenaires, nos amis européens
qu'il faut les mêmes règles? Là aussi, c'est un combat qui est un peu nouveau et qui est difficile. On l'a vu sur l'exemple qu'on prenait avec Jeanne Normandie des éco-régimes. Bon, si on n'a pas une même exigence, et on n'est pas encore au bout du chemin, mais si on n'a pas une même exigence, s'ils ne deviennent pas obligatoires partout, on appliquera en France, on est souvent les mieux-disants en la matière, des règles très strictes pour nos agriculteurs, et le pays d'à côté ne le fera pas. Et donc ça, il faut le généraliser dans un certain nombre de domaines, pour un certain nombre de substances, pour un certain nombre de pratiques agricoles. Je veux juste, c'est ce que je disais dans mon propos, et ce n'est pas un commentaire théorique ou général, c'est difficile d'harmoniser les règles, d'imposer des règles communes dans un espace agricole qui ne doit pas simplement être une politique budgétaire. Mais posons-nous la question, si ce n'était pas un marché soumis à des règles communes qu'on essaye de renforcer, qu'est-ce qui se passerait? Est-ce qu'on serait plus fort pour dire à nos amis hongrois, néerlandais, etc., produisez sur les mêmes règles que nous? On n'aurait aucun levier pour le faire. Donc, l'Europe est parfois frustrante parce qu'on n'avance pas assez vite sur cette harmonisation et sur l'imposition de règles communes. Parfois, on s'applique à nous-mêmes du coup des règles plus dures que celles que nos voisins européens, sans aller à l'autre bout du monde, appliquent. Mais si on n'avait pas le levier de la négociation européenne commune, ce serait pire. Je ne dis pas que c'est une satisfaction, mais ça veut dire que moi, je suis convaincu, et on le voit avec Jeanne Normandie notamment, qu'il y a un peu de volonté politique. Les clauses miroirs, on n'est pas du tout au bout du chemin. Mais il y a un an, c'était un sujet qui était hors du scope, hors du radar, 100%. Jean-Baptiste Moreau et d'autres peuvent en témoigner. Bon. Donc les mentalités avancent. Oui, et sur les accords commerciaux, je ne veux pas être agressif à l'égard du Mercosur, mais je pense qu'il est emblématique, d'où notre fermeté. Justement. Mais je le maintiens, mais simplement regardez les positions d'autres États membres. Le Parlement néerlandais, le Parlement autrichien, le Parlement irlandais, les autorités luxembourgeoises, dans des résolutions, dans des choses qui sont juridiquement de nature différente. Je ne rentre pas dans le détail, mais ont tous dit nous avons soit une opposition, soit une vraie inquiétude qui nécessite d'ajuster au moins le document. Nous avons dit que nous étions contre. Je suis désolé de le redire, ce n'est pas contre l'Argentine ou contre les pays du Mercosur en eux-mêmes, mais c'est parce que nous pensons que ce n'est pas le bon modèle. Ouais. Alors, Gustavo Merlo, merci d'être avec nous. Vous allez avoir l'occasion de répondre au secrétaire d'État. Peut-être d'abord un mot sur l'Argentine. L'agriculture, c'est un secteur important de l'économie du pays. Peut-être un ou deux chiffres, un ou deux mots pour vraiment prendre conscience de cette importance. Oui, donc merci M. Vernier. Tout d'abord, je voudrais remercier aussi aux chambres d'agriculture pour cette invitation à partager notre vision sur l'agriculture, le commerce agricole et l'environnement. Donc, je profite aussi de saluer à mes partenaires de Table Ronde et aussi à vous tous et toutes. Donc, pour dire quelque chose, donc, en tant que pays leader dans la production agroalimentaire mondiale, l'Argentine travaille sur des politiques publiques qui cherchent à promouvoir l'efficacité dans l'utilisation des ressources naturelles par l'adoption de technologies à faible émission de carbone et la mise en œuvre de pratiques innovantes en tenant toujours compte des caractéristiques agrobiologiques de chaque sous-région et le niveau de développement économique. Donc, je vais vous dire deux chiffres que je crois que ce sont importants. Un est qu'il y a dans le monde 181 pays avec une production certifiée bio, mais seulement 1,5% des terres agricoles du monde sont biologiques. Notre pays est le deuxième pays du monde en termes d'extension territoriale consacré à la production biologique. Et le deuxième, c'est que selon des rapports privés, l'agriculture de conservation a comme objectif d'éviter la dégradation des terres cultivées et la régénération de celles dégradées. Et c'est de trois manières. Garder le sol couvert, faire le moins de labour possible et mettre en œuvre une rotation des cultures. Nous sommes leaders dans les trois aspects. Par exemple, dans le cas de la semi-directe, depuis une décennie d'années, cette méthode est appliquée à plus de 90% de la surface cultivable. Comment est-ce que l'Argentine se positionne par rapport justement à la proposition française de clause miroir? Vous, quelle est votre position par rapport aux importations en Argentine et comment est-ce que vous réglez vos relations avec l'Union européenne? Oui, pour nous, l'important, c'est le dialogue et c'est la négociation. Donc, nous le faisons déjà. Nous avons déjà négocié avec le dialogue.
Oui, tout à fait, mais c'est le chemin. Donc après on négocie produit par produit, mais c'est vrai que déjà il y a des produits qu'on exporte vers l'Union européenne. Produits agricoles par produits agricoles. Non, c'est produits agricoles qu'on exporte vers l'Union européenne qu'il est déjà sur la réglementation européenne. Donc, on doit aussi avoir l'autorisation avant d'exporter par chaque établissement de la partie de l'Union européenne. Et il y a aussi des contrôles de l'Union européenne qui se sont périodiquement. Monsieur le ministre, vous parliez tout à l'heure de convaincre, de changer les états d'esprit, convaincre vos partenaires européens. Il va falloir aussi convaincre la Commission européenne. Quelle est sa position là-dessus, puisque on l'a vu sur ces sujets, il y a plusieurs commissaires qui sont concernés. Je viens de Normandie où vous parliez tout à l'heure de la commissaire à la santé. Donc c'est un sujet qui touche différents domaines. Comment est-ce qu'on arrive à convaincre cette clauses miroirs? Oui, sur les clauses miroirs. Ça effectivement, ça touche à plusieurs commissaires, même si, et nous lui demandons de s'emparer davantage du sujet. Ça concerne principalement le commissaire à l'agriculture. Il faut aller voir un certain nombre de ses collègues pour que ces règles s'appliquent, non pas seulement au cas par cas, c'est ce qu'on est en train de construire aujourd'hui pour faire quelque sorte des mini-clauses miroirs sur certains produits, sur certains sujets, mais il faut désormais, si on veut penser un nouveau modèle demain d'accords commerciaux qui, eux, marcheraient, dans le sens où ils protégeraient bien les exigences climatiques, les standards alimentaires, etc., que ces clauses miroirs soient généralisées et beaucoup plus fortes. Aujourd'hui, c'est un outil qui n'existe pas de manière systématique. On a des logiques de clauses miroirs sur certaines mesures, et pour être tout à fait honnête, la Commission européenne, aujourd'hui, est encore assez en retrait sur ce sujet. Je disais que les mentalités avaient changé. Je vois le verre à moitié plein et le verre à moitié vide. Je pense qu'il y a beaucoup de pays. Julien de Normandie a signé une tribune avec certains de ses collègues qu'on n'aurait pas imaginé dans ces pays. L'Autriche, par exemple, signait il y a encore quelques années. Bon. Mais ce travail de conviction, cette bataille des idées que j'évoquais, elle doit encore progresser. Donc on doit être très ferme et en même temps chercher des alliés. Et je pense que ça viendra. Je ne veux pas insister trop lourdement sur l'accord Mercosur, mais on a vu l'évolution des mentalités sur cet accord, comme dans les débats commerciaux précédents. Mais je veux le dire pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, je l'assume aussi. Je ne rêve pas d'un monde où il n'y aurait plus d'accords commerciaux du tout. Parce que plus d'accords commerciaux du tout, c'est pas une bonne protection non plus. Un accord commercial, c'est pas forcément un accord qui libéralise tout sans règles. Ça peut être un accord, ça doit être un accord, mais ça c'est un modèle qu'on doit inventer, cette troisième génération que j'évoquais, dans laquelle on liste des sujets sur lesquels aujourd'hui nos sociétés, pas seulement le monde agricole, mais nos concitoyens, sont très sensibles. Ils ne veulent pas qu'un pays, ce n'est pas le cas de l'Argentine, mais c'est par exemple le cas du Brésil, qui remet en cause l'accord de Paris, puisse avoir un accord commercial avec nous. Et d'ailleurs, je finis sur ce petit paradoxe. J'ai parlé du Brexit tout à l'heure en disant que c'était un danger, un point de vigilance et d'alerte. L'accord commercial qui a été conclu avec le Royaume-Uni, puisque c'est largement un accord commercial, il est en fait un assez bon modèle. Un peu provocateur, parce qu'il prévoit des mécanismes très stricts qu'on n'avait avec aucun pays du monde, parce que c'était un ancien membre de l'Union européenne, donc c'était plus facile, on partait du même point de départ. Mais les mécanismes de vérification, de sanction, du respect de normes alimentaires, etc., sont dans l'accord. Donc, il faut surveiller son application, parce qu'on voit que nos amis britanniques ne sont pas toujours au rendez-vous de l'application, hein, ça c'est autre chose. Mais l'accord lui-même, il peut donner un cadre pour des réflexions sur une nouvelle politique commerciale à venir, comme quoi ça n'est pas impossible. Nathalie Chaz, dites-nous comment l'Union européenne contrôle aujourd'hui les importations, et est-ce que la réciprocité des normes est-elle assurée ou non ? Alors, tout d'abord, s'agissant des normes sanitaires, donc visant la protection du consommateur, je tiens à rappeler qu'il n'y a pas de différence entre les normes pour les productions européennes et les produits importés. Je parle par exemple des résidus de pesticides, des additifs, des contaminants. Les normes sont les mêmes. De plus, concernant les animaux vivants et leurs produits dérivés, comme la viande, les normes européennes visent également à assurer la santé animale en Europe. Donc, pour cela, vous voyez que les pays tiers, par exemple, doivent être approuvés par l'Union européenne pour leur capacité d'exporter est approuvée une fois qu'ils ont démontré leur capacité de respecter nos standards. Leurs établissements doivent être listés sur une liste approuvée par l'Union européenne. Le pays doit avoir un plan national de résidus approuvé également par la Commission. Et
les exportateurs, les autorités compétentes doivent signer des certificats garantissant que les exportations sont conformes à nos règles. Pour vous schématiser, c'est beaucoup plus compliqué encore, mais c'est pour dire que ce n'est pas si facile pour un pays tiers d'exporter dans l'Union européenne. Pour les plantes et les produits végétaux, il y a eu un renforcement de la législation récemment et les lots doivent être accompagnés d'un certificat signé aussi par l'autorité compétente. Et toutes ces normes font l'objet de contrôles aux frontières, dont la responsabilité relève bien sûr des autorités nationales qui font les contrôles aux frontières. En cas de non-conformité, il peut y avoir destruction ou rejet de lot. Les experts de l'Union européenne font des audits dans tous les pays qui exportent chez nous régulièrement pour vérifier si leurs normes et leurs pratiques sont conformes effectivement à nos normes. Et en cas de problème, il peut y avoir une décision de contrôle renforcée, il peut y avoir des mesures restrictives à l'importation et parfois on arrive même à la situation où on interdit les importations. Tout ça pour dire que de temps en temps on oublie un peu, mais on a un régime extrêmement strict. Alors ce qu'il est vrai, c'est que jusqu'à présent, ces normes s'appliquaient aux sanitaires, que ce soit protection santé humaine, protection santé animale, protection santé des végétaux, mais traditionnellement, on ne rentrait pas vraiment dans les normes sur les conditions de production, que ce soit les respects de la protection de l'environnement ou du bien-être animal. Jusqu'à présent, c'est vrai que dans le cadre, si vous voulez, des accords internationaux, c'était considéré comme plutôt relevant de la souveraineté nationale, et donc ça faisait plutôt l'objet d'un dialogue, d'une coopération. On essaye de convaincre les partenaires, si vous voulez. Avant de poursuivre nos échanges, je voudrais qu'on salue Clément Beaune, secrétaire d'État aux Affaires européennes, qui doit nous quitter. Merci d'avoir accepté d'échanger avec nous au début de cette table ronde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pardon de vous quitter en cours de route, mais je vous souhaite de très bons échanges et merci encore de votre invitation et de votre accueil. Merci. Merci. Vous pouvez l'applaudir. Je me retourne vers vous, Nathalie Chaz. L'objectif, quand même, pour l'Europe, c'est de montrer que ces normes, ce sont des normes pour les citoyens, pour les consommateurs, et que ce ne sont pas des normes protectionnistes. Comment est-ce qu'on arrive à faire comprendre tout ça à nos partenaires, aux partenaires économiques de l'Europe ? Alors, jusqu'à présent, effectivement, c'était des normes sanitaires pour protéger nos consommateurs. Maintenant, avec le pacte vert et également l'adoption de la stratégie Farm to Fork, donc de la ferme à la table, par la Commission européenne il y a 18 mois, l'Union européenne a mis vraiment la protection de l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique au cœur de sa politique. Et partant de là, on a entamé un verdissement, une transition du système agroalimentaire européen en vue de verdissement, parce qu'il est essentiel pour assurer le futur des systèmes agroalimentaires dans le monde et parce que c'est essentiel à la lutte contre le réchauffement climatique. Ce qui fait qu'effectivement, on peut s'interroger si dans certaines circonstances désormais, il n'est pas justifié globalement de réfléchir à adopter des mesures à l'importation qui visent à soutenir, si vous voulez, qui sont nécessaires pour poursuivre ces objectifs légitimes, qui sont des objectifs globaux de protection de l'environnement, de la biodiversité et d'éviter le réchauffement climatique. Sur l'antibiorésistance, vous pouvez nous en dire un peu plus. Comment est-ce que vous avez abordé ce sujet ? Comment est-ce que vous avez lutté contre... Alors, en quelque sorte, la législation sur l'antibiorésistance, dans le cadre de la législation médicaments vétérinaires, c'était un petit peu une première étape pour nous. Disons qu'elle a été franchie sur l'impulsion de la France, dans le cadre de la codécision entre le Parlement et le Conseil. On a introduit dans la législation une clause qui dit que pour les importations de viande, effectivement, et produits animaux, et un certain nombre de pratiques qui sont interdites en Europe, donc l'usage à des fins de croissance, et un certain nombre d'usages de médicaments que nous considérons comme essentiels et qui doivent être réservés à l'usage humain, les importations dans l'avenir ne seront plus autorisées s'ils proviennent d'animaux qui ont été traités avec ces produits. Ici, je dois dire qu'on reste encore dans le sanitaire, puisqu'il s'agit de lutter contre l'antibiorésistance, qui est un défi mondialement reconnu. On sait tous que si on laisse l'antibiorésistance développer, il y aura plus de chirurgie possible dans l'avenir. Je crois que tous les pays autour du globe sont conscients du risque, mais c'est effectivement un petit peu une première étape quand on est dans les discussions clauses miroirs, où pour un objectif légitime globalement reconnu, on a considéré qu'il était important d'agir aussi au niveau des importations, parce qu'on ne veut pas favoriser via notre marché des mesures qui, quelque part, créent
un vrai problème mondial. Hein. Sophie de Vienne, sur quels principes se fondent les normes sanitaires au niveau mondial, dans le Codex Alimentarius par exemple ? Donc les normes sanitaires sur le plan mondial, c'est avec la création de l'OMC en 1995, c'est l'accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires. Donc cet accord, qu'est-ce qu'il vise ? Eh bien, il vise à promouvoir la sécurité pour le consommateur, les animaux, les plantes, mais sans pour autant entraver le commerce mondial. Donc il y a un certain nombre de normes communes qui vont être établies et qui font en quelque sorte juge de paix. Donc ces normes communes pour les plantes et tous les produits agricoles qui sont dérivés des végétaux, ça sera le Codex Alimentarius, et l'OIE pour tous les produits pour les animaux et les produits de l'élevage. Donc si on prend l'exemple du Codex Alimentarius, il y a les limites maximum de résidus dont on a parlé, qui sont fixées en référence, sous les recommandations de l'OMS et de la FAO. On se base sur le principe scientifique. Donc l'idée, c'est de faire la preuve de l'innocuité ou au contraire de la dangerosité d'un produit, et qui n'est pas toujours facile à établir d'ailleurs. Et ces normes, en fait, elles fixent une espèce de référence internationale. Alors, n'importe quel pays peut fixer ses propres normes, ses limites maximum de résidus. On le pousse dans les accords SPS à se fixer en référence à celles qui sont fixées au niveau du Codex Alimentarius. Alors, si on prend l'exemple de l'Union européenne, il y a des LMR qui sont fixés, comme l'a rappelé Madame Chaz, qui sont fixés pour tous les produits, les substances qui sont autorisées dans l'Union européenne. Mais il y a aussi un certain nombre de substances qui ne sont pas autorisées dans l'Union européenne et pour lesquelles on va quand même fixer des normes à l'importation. Donc c'est ce qu'on appelle la tolérance à l'importation. Ce sont des limites maximum de résidus qui sont fixées en référence ou pas au Codex Alimentarius et qui vont permettre du coup l'importation de produits pour lesquels on a utilisé des pesticides qui ne sont pas autorisés à l'intérieur de l'Union européenne. Et je pense que ce qui est important de dire, c'est que, bien sûr, ces normes internationales, elles font juge de paix, mais elles peuvent être établies à l'échelle d'un pays ou même rediscutées à l'intérieur d'un pays ou à l'intérieur de l'Union européenne à la demande de toute partie qui est légitime. Et ces parties légitimes, ça peut, par exemple, être les entreprises qui produisent les pesticides en question. Donc ça, je pense que c'est important de le dire de comprendre que c'est bien le principe scientifique. Vous avez un exemple d'ailleurs à nous donner là-dessus ? Oui, j'ai un exemple, l'exemple de la lentille, qui est assez caractéristique. Donc, la lentille est un produit assez emblématique de la transition alimentaire. Il y a un certain nombre de pays qui autorisent donc l'utilisation du glyphosate, par exemple, comme dessiccateur jusqu'à 4 jours avant la récolte. Canada, par exemple, c'est ça ? Le Canada, par exemple, qui est le premier producteur et le premier exportateur mondial de lentilles. Cette pratique, elle n'est pas autorisée dans l'Union européenne. On peut utiliser le glyphosate, mais pas comme dessiccateur sur la lentille jusqu'à 4 jours avant la récolte, avec tous les risques de résidus que ça comporte. Et au départ, la limite maximum de résidus tolérés à l'importation, c'était le seuil de détection de ce glyphosate sur la lentille par l'Union européenne, c'était 0,1 mg par kilo. Et en fait, effectivement, ça posait problème pour l'importation d'un certain nombre de lentilles, notamment celles du Canada, avec les pratiques que j'explique, et c'est des pratiques qui permettent d'augmenter la productivité du travail. Et donc, Monsanto Europe a fait pression auprès de la Commission européenne pour obtenir le relèvement de ce seuil de limite maximum de résidus qui a juste été multiplié par 100, parce qu'on est passé de 0,1 à 10 mg par kilo, sachant que le codex est à 5 et que le LMR du Canada est à 4. Et effectivement, on est incapable de prouver scientifiquement que le seuil c'est 0,1 ou 0,5 ou 5 ou 10, mais toujours est-il que les pays qui ont ce genre de pratique de dessiccation au champ jusqu'à 4 jours avant la récolte peuvent exporter donc tranquillement la lentille dans l'Union européenne. De Monsanto pour faire changer les limites. Vous voulez réagir, Nathalie Chaz, sur le sujet ou pas? On pourrait en discuter longtemps. Alors, on a très peu de temps. Une réaction en 20 secondes. D'une part, le glyphosate, et c'est
très largement utilisé en Europe, donc je pense que c'est un petit peu, voilà. Ensuite, les limites maximum de pesticides sont parfois accordées aux importations, parce qu'il arrive que d'abord, on n'utilise pas certains produits en Europe, alors qu'ils sont utiles dans d'autres climats. Donc, c'est vrai qu'il nous arrive de fixer ce qu'on appelle des tolérances à l'importation. Donc, pour des produits ou des productions qui n'existent pas en Europe, c'est logique. Il arrive aussi que on ne demande pas en Europe. Là, c'était la lentille. Hein, oui, lentille, il arrive qu'on ne demande pas en Europe un certain niveau et qu'un pays présente un dossier ou une société pour expliquer pourquoi, pour un certain produit, le niveau est acceptable. Quand le niveau est fixé, et je répète ce que j'ai dit au début, le niveau n'est pas fixé pour le Canada. Le niveau est fixé sur une base scientifique par par l'Union européenne, donc la Commission avec les États membres, n'est-ce pas, collégiale, sur la base d'une analyse scientifique de l'autorité. Et les limites sont valables également pour les productions européennes et les produits importés. Hein. Alors, Sophie Devine, vraiment très rapidement. Très courte. Je suis d'accord, on autorise le glyphosate en Europe, mais on l'autorise pas pour la dessiccation au champ jusqu'à 4 jours avant la récolte sur la lentille. Donc ça, c'est une première chose. Ça n'a rien à voir avec l'utilisation du glyphosate comme herbicide total pour la préparation du champ. Et l'autre chose, c'est pourquoi, dans ces cas-là, on a accepté en Europe une LMR qui est 2 fois supérieure à celle du Codex Alimentarius et qui est même supérieure à celle que s'impose le Canada. Alors, vraiment 10 secondes. Hein. Non, enfin, je répète, les limites sont fixées sur la base d'une analyse de risque produite par l'Agence européenne de sécurité alimentaire et sont décidées de manière collégiale par la Commission et les États membres. Dans certains cas, il nous arrive d'aller beaucoup plus bas que le Codex. Et personne ne critique. Le Codex, c'est une base, mais l'Union européenne se réserve la possibilité de faire des mises à jour en fonction des données scientifiques les plus récentes. Alors, on aura l'occasion sans doute d'en reparler lors d'un autre débat. On va essayer d'avancer dans notre discussion et on va regarder maintenant concrètement les opérations sur le terrain à travers un exemple, celui de la viande, puis on écoutera vos réactions. Regardez d'abord. Dans un premier temps, contrairement un peu à ce que certains peuvent penser, la filière viande bovine n'est pas opposée à l'exportation et au commerce. Et j'en veux pour preuve des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 1 700 000 animaux qui sont exportés. C'est quasi 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires pour la France sur l'export. Donc c'est une filière qui assume complètement sa vocation exportatrice. Nous ne sommes pas sur une logique donc protectionniste, mais bien plutôt sur une logique qui se veut cohérente. Je veux dire, derrière, finalement, c'est ce qui motive justement notre combat justement au travers des mesures miroirs. Derrière une tonne de viande vendue, mais il y a aussi un modèle de production. Il y a des fermes, il y a des hommes, il y a aussi des territoires. Et c'est justement ce qu'on doit retrouver aussi dans les règles du commerce. C'est-à-dire que le commerce ne peut pas s'exonérer de toutes ces valeurs aussi qui ne sont pas directement des euros et du chiffre d'affaires, mais qui doivent être aussi défendues au travers des règles commerciales avec les gens avec qui on souhaite commercer demain. Pour nous aujourd'hui, pour justement venir contrecarrer cette incohérence politique qui demeure en Europe entre la protection d'un modèle de plus en plus durable, de plus en plus vertueux, et puis des règles du commerce qui s'exonèrent justement de ces grands principes, on voit une solution qui est la solution des clauses miroirs. Alors bien sûr qu'il y aura des oppositions, bien sûr qu'il faut se soucier d'un éventuel conflit qui pourrait arriver à l'OMC et donc préparer dès maintenant les argumentaires scientifiques et juridiques nécessaires. Mais d'une part, on ne va pas se priver de mener ce combat de bon sens juste parce que justement il peut y avoir un éventuel conflit à l'OMC. Et d'autre part, on peut avancer de manière intelligente sur les mesures miroirs. De manière intelligente, c'est-à-dire non pas en cherchant à imposer tout de suite une vision globale, mais plutôt en avançant norme de production par norme de production. Par exemple, le 17 novembre prochain, la Commission européenne va présenter un projet de règlement visant à lutter contre la déforestation importée. Nous, on voit dans ce texte une superbe opportunité de venir imposer nos normes de production en matière de traçabilité des bovins. Pour qu'enfin, en fait, on sorte de cette incohérence qui consiste à dire, quand on est au niveau européen, non à la déforestation, mais oui aux viandes bovines brésiliennes qui peut-être proviennent d'animaux élevés dans des élevages responsables de la déforestation. Et puis, il y a un autre levier qu'on peut activer, c'est le levier de l'accord bilatéral. C'est un levier intéressant, justement, quand on a peur d'un conflit à l'OMC. Nous, on pense qu'il y a un enjeu très fort à venir imposer nos normes de production à travers des clauses miroirs dans la conditionnalité des accords. Et en faisant ça, on va rendre un service au commerce international parce qu'on va rendre ces accords, aujourd'hui rejetés par beaucoup de monde, beaucoup plus acceptables. Et donc, on ne va pas venir freiner le commerce, mais au contraire, on va venir lui donner un nouvel élan. Nathalie Chasse, j'aimerais avoir votre réaction à ce qui vient d'être dit.
Plusieurs choses. D'une part, oui, les accords bilatéraux, c'est un cadre de dialogue, de coopération. La Commission européenne a maintenant nous avons développé un nouveau chapitre pour les nouveaux accords bilatéraux sur la coopération sur les systèmes alimentaires durables. Et c'est certainement un domaine où nous allons essayer de trouver des accords avec les nouveaux partenaires de manière à promouvoir au niveau mondial, c'est très important, des pratiques plus durables. Mais il y a différentes possibilités, bien sûr. Jusqu'à présent, et notamment dans ma direction générale, on travaille beaucoup sur l'aspect coopération et de manière à trouver des mesures vraiment qui soient justifiées et qui aillent dans le sens de convaincre nos partenaires de suivre un peu la même transition que nous. Sophie De Vienne, on a de gros écarts dans la façon de produire en Europe ou par exemple en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud. On voit que les normes peuvent changer énormément de choses. On est plus compétitif si on utilise certains antibiotiques pour les animaux. Ça modifie vraiment la compétitivité de l'exploitation et comment on peut faire bouger les choses à ce niveau-là. Oui. Alors, je voudrais rappeler quelque chose qui est quand même important, c'est quand on parle de l'Amérique du Nord, et c'est vrai aussi pour l'Amérique du Sud, on est en train de parler d'une histoire qui n'est pas du tout la même, qui est liée à la colonisation de populations européennes, qui sont arrivées dans des territoires qui étaient quasiment vierges et qui ont taillé des exploitations de très grande taille. Donc, il y a une inégalité de structure de part et d'autre de l'Atlantique qui est liée à cette histoire et qui est vraiment énorme. Et ce que je voudrais faire comprendre, c'est que pour pouvoir cultiver une grande surface par actif ou pour pouvoir élever un grand nombre d'animaux par actif, eh bien sûr, on a des équipements plus puissants, etc. Mais il y a aussi tous les produits dont on est en train de parler qui jouent un rôle extrêmement important dans l'accroissement de la productivité du travail. Je prends un exemple en grande culture, les OGM résistants aux herbicides totaux, l'utilisation qui sont associés à l'utilisation du glyphosate, ça fait gagner un passage, 2 passages au niveau de l'installation de la culture qui est la pointe de travail à ce moment-là. Et donc à partir du moment où on dit tel produit pour des raisons qui sont justifiées dans l'Union européenne ou au nom du principe de précaution interdire les OGM résistants aux herbicides totaux, quelque part c'est aussi rajouter un élément de distorsion de concurrence parce que dans ces exploitations de très, très grande taille, le semi-direct dont parlait notre collègue argentin permet à un actif de cultiver une beaucoup plus grande surface puisqu'on sème le soja avec un seul passage sur le champ quand en France on a 2 ou 3 passages pour l'installation d'une culture. Donc je pense que ça c'est important de comprendre que les herbicides dont on est en train de parler, ce sont des produits, des facteurs qui permettent d'augmenter la productivité du travail, la surface que l'on peut cultiver seul. Et il y a de grandes inégalités du coup. Et il y a de grandes inégalités structurelles, mais continents. Qui se doublent en fait d'une inégalité d'accès à des leviers d'augmentation de la productivité du travail. Donc c'est pour ça qu'ils sont aussi utilisés ce genre de produits de l'autre côté de l'Atlantique parce que c'est un outil qui est extrêmement précieux. Mais il faut savoir que si on se l'interdit, c'est vrai que ça a des conséquences en termes aussi de productivité du travail et de différentiel de coût de production. Si on revient sur la viande, les antibiotiques. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup des hormones de croissance, des anabolisants, mais les antibiotiques en fait c'est un promoteur de croissance. C'est-à-dire que le fait de le donner à un animal qui n'est pas malade, c'est-à-dire pas du tout à titre préventif, mais simplement de le mélanger à l'aliment, en fait ça permet de modifier la flore intestinale, ça permet de modifier la manière dont l'animal va assimiler un certain nombre de nutriments et ça accélère la vitesse de croissance. Donc ça peut faire gagner un hiver dans l'engraissement d'un animal et ça fait un différentiel de coût de production qui est énorme. Alors, on a utilisé ce genre de choses aussi en Europe, on l'a utilisé en particulier dans l'élevage porcin. C'est interdit depuis le milieu des années 2000 au nom de la lutte contre l'antibiorésistance. Parce que avec les déjections des animaux, on balance dans la nature des antibiotiques qui favorisent l'apparition de bactéries résistantes donc à ces maladies. Si je prends l'exemple de la salmonelle, on a démontré que le fait d'administrer de la cyclosporine au poulet, ça avait joué dans l'apparition de souches qui étaient résistantes
aux antibiotiques. Donc c'est un enjeu effectivement qui a été rappelé, qui est mondial, mais c'est un facteur aussi d'accroissement de la productivité et de diminution des coûts pour les pays qui l'utilisent. Et la plupart des pays avec qui on est en train de négocier utilisent les antibiotiques promoteurs de croissance pour les animaux. Gustavo Merlo, vous utilisez des antibiotiques en Argentine, mais pas pour les viandes exportées vers l'Union européenne, c'est ça? Parce que, comme a été évoqué, on doit remplir toutes les réglementations européennes. Donc, non, ce n'est pas possible pour exporter à l'Union européenne. D'accord. Mais pourquoi ne pas l'interdire complètement? C'est pas à moi de dire ça, mais oui. Ce sont la réglementation. Et peut-être que c'est l'évolution de la réglementation, mais peut-être. Mais c'est pour ça qu'il faut dialoguer. Mais c'est vrai qu'il y a une expérience qui est différente, il y a une histoire qui est différente. Donc, on ne peut pas imposer les temps des uns à les autres. Donc, je crois que c'est le travail conjoint qui va nous permettre d'avoir une convergence réglementaire plus proche entre l'Union européenne et le Mercosur, ou l'Argentine dans mon cas. Et c'est aussi pourquoi l'importance de ce type d'accord, comme l'accord entre le Mercosur et l'Union européenne. Parce que c'est l'opportunité de rapprocher aussi les producteurs, parce que ce n'est pas une bolette, c'est pas un accord uniquement commercial, c'est aussi un accord politique et de coopération. Donc, il y a des travail à faire conjointement. Je me tourne de nouveau vers vous. Il y a aussi la question du bien-être animal. Alors, comment est-ce qu'on traite cette question et comment on arrive à avoir aussi des engagements à ce niveau-là de nos partenaires, en tout cas des importateurs? Alors, moi, ça, c'est pas mon travail de regarder comment est-ce qu'on en discute avec nos partenaires. Oui. Moi, mon travail, c'est d'essayer de comprendre quel rôle ça joue dans l'élaboration des coûts de production. Et c'est vrai que le bien-être animal, c'est par exemple c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup l'Union européenne. Puis je voudrais dire que quelque part, le bien-être animal, c'est aussi le bien-être de l'éleveur, ce qu'on dit pas suffisamment souvent, je pense, parce qu'un éleveur, il est beaucoup plus heureux avec des animaux qui vont bien qu'avec des animaux à qui on impose des choses qui sont difficiles. Et le bien-être animal, ce sont des coûts qui sont supplémentaires derrière. C'est-à-dire, c'est des densités d'animaux dans les bâtiments qui ne sont pas les mêmes. Ça sera, par exemple, au niveau des transports, par exemple, des animaux. Ça veut dire qu'on va avoir des pauses beaucoup plus fréquentes qui sont nécessaires pour abreuver les animaux, pour les nourrir, des distances sur lesquelles ils peuvent être transportés qui ne sont pas les mêmes. Et tout ça, ce sont des coûts supplémentaires. Alors, il y a des pays qui vont encore beaucoup plus loin. Si on va en Suisse, par exemple, je prends un exemple qui montre qu'on peut aller beaucoup plus loin en bien-être animal, il faut pouvoir lire le journal dans n'importe quel endroit de l'étable, qui ait suffisamment de lumière pour les animaux, c'est un indice. Bon, on ne va pas jusque-là dans l'Union européenne, mais c'est dire que c'est des choses qui montent aussi sur le continent européen. Et c'est vrai que quand on est dans des exploitations de très très grande taille, juste un chiffre pour resituer, aux États-Unis, la moitié des bovins qui sont engraissés dans des exploitations agricoles de plus de 35 000 têtes. Quand on a 35 000 têtes, et moi j'ai visité l'élevage le plus grand des États-Unis qui fait 130 000 têtes en plein air, mais vous n'avez pas la même attention à pouvoir accorder aux animaux de la même manière. On est sur des processus de production où on cherche à gagner le plus de temps possible. Nathalie Chat, j'imagine que la Commission européenne est très sensible aussi à ces questions et vigilante. Le bien-être animal, oui, on a eu une initiative citoyenne qui a demandé notamment de mettre un terme à la hache des cages. Vous avez moyen de vérifier là aussi Oui, alors, deux choses. D'une part, nous sommes en train de revoir notre législation interne, sur la base notamment de l'initiative citoyenne. Nous préparons une législation sur le bien-être animal d'ici 2023, qui notamment va examiner si nous allons interdire l'usage des cages. Les règles de bien-être animal, nous avons certaines règles qui s'appliquent aux pays tiers pour leurs importations. Notamment, nous avons un certain nombre de règles sur le bien-être animal dans les abattoirs, déjà aujourd'hui. Et nous avons effectivement ce qu'on appelle les auditeurs, des experts qui se rendent dans les abattoirs du monde entier pour regarder ce qui se passe. Voilà. Votre réaction aux propos des deux ministres tout à l'heure qui disaient l'accord Union européenne-Mercosur pour la France, c'est non?
c'est la décision de la France. Je crois que l'accord Mercosur pour la Commission européenne, elle a conclu l'accord. Est-ce qu'il peut être renégocié? Est-ce qu'il peut être annulé? Est-ce qu'il peut être... Attendez, pour l'instant, il est conclu simplement entre les négociateurs. Oui. Il y a tout un travail en cours de révision du texte, nettoyage. Un travail qui est mené par qui? Des deux parties. On se met ensemble pour vérifier qu'on est absolument d'accord sur chaque ligne du texte. Et il y aura des traductions et puis il sera présenté au Conseil en temps voulu par la Direction générale du commerce et on verra à ce moment-là ce qui se passe. Moi, je n'ai pas à réagir sur la position française va être transmise au Conseil. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions via le chat? Allez, je suis désolé, on a pris beaucoup de retard. On va peut-être prendre juste une ou deux questions. Enzo Oui, Sébastien, merci. Oui. Une question vraiment très rapide où on nous demande effectivement, notamment à Madame Chaz, de savoir comment répondre aux mesures de rétorsion qui sont imposées quand, par exemple, l'Union européenne interdit le bœuf aux hormones dans le cadre des règles de l'OMC. Comment empêcher ces mesures de rétorsion et quel rôle peut se donner la Commission? Alors, effectivement, j'en reviens à ce que j'ai dit sur les normes sanitaires. Quelque part, au niveau de l'OMC, c'est parfaitement encadré. C'est reconnu que les États membres de l'OMC ont le droit de légiférer pour protéger la santé des animaux, des humains, bien sûr, des animaux, des plantes. Après, quand on arrive un petit peu au-delà de ce cadre, qui est le cadre du sanitaire vers celui de la soutenabilité, et notamment certaines mesures qui sont nos choix de société, ou qui peuvent être des choix protection de l'environnement, il est important pour nous d'avoir soit une base scientifique, soit un vrai objectif légitime qui justifie une action globale. Donc, pour en revenir un petit peu aux discussions qu'on a sur les clauses miroirs, c'est très important pour nous, quand on prend une mesure qui s'applique à nos productions et qu'on veut l'imposer aux importations et qui dépasse le cadre du sanitaire pur, très important pour nous soit de s'assurer vraiment d'avoir une base scientifique ou d'avoir vraiment une capacité de convaincre que le cadre l'action globale est nécessaire. Mais je crois qu'il y a eu une évolution de société mondiale également, qu'il y a beaucoup plus de sensibilité dans le monde sur ces questions-là, et y compris dans une certaine mesure à l'OMC. Merci. Un dernier mot peut-être sur le principe de précaution. 20 secondes. Oui, sur le principe de précaution 3 secondes, on va dire que c'est quand même ce qui a beaucoup guidé la politique européenne, alors qu'on n'a pas du tout la même notion dans le monde anglo-saxon, où on est vraiment basé justement sur la preuve scientifique dont on vient de parler. Or, il y a tout un tas de choses sur lesquelles la preuve scientifique est très difficile à apporter, et en particulier des mesures épidémiologiques qui permettent de montrer que c'est tel niveau de résidu de glyphosate spécifiquement qui va provoquer des cancers. C'est impossible à démontrer de manière rigoureuse. Et donc, du coup, c'est vrai que on se retrouve avec un principe de précaution de l'Union européenne qui est très, très limité par le fait qu'à chaque fois, on nous demande d'apporter la preuve scientifique et parfois, ça n'est pas possible. Merci à vous trois d'avoir participé à cette table ronde. On peut vous applaudir. Merci. Nous allons maintenant accueillir Sophie Primas, Jean-Baptiste Moreau et Gilbert Guignan. Merci de les accueillir et de les applaudir. Sophie Primas, sénatrice des Yvelines, présidente de la Commission des affaires économiques du Sénat, bonsoir. Jean-Baptiste Moreau, député de la Creuse, éleveur de vaches limousines et membre de la Commission des affaires européennes et économiques de l'Assemblée nationale, bonsoir. Et Gilbert Guignan, secrétaire adjoint des chambres d'agriculture, président de la Chambre régionale d'agriculture d'Auvergne-Rhône-Alpes, président de la Commission économie, entreprise et producteur de lait en Haute-Loire, tout à fait. Avant de vous interroger, on va écouter Marie-Pierre Vedrenne, députée européenne et vice-présidente de la Commission du commerce international. Elle ne pouvait pas être présente ce soir, mais elle tenait à vous adresser ce message. Bonjour à tous. Je remercie tout d'abord les chambres d'agriculture françaises pour l'organisation de ce débat. Je suis ravie de pouvoir y prendre part, même à distance. L'Union européenne doit tout faire pour répondre aux objectifs environnementaux qu'elle s'est fixés. Le pacte vert ou son pendant alimentaire, la stratégie de la ferme à la fourchette, vont changer la donne. L'Europe se fixe des hautes ambitions, et c'est tant mieux. Et avec nos hauts standards, le niveau d'exigence au sein du marché intérieur est élevé, parfois composé d'injonctions trop contradictoires. Notre combat, en résumé, il doit bénéficier à tous et aboutir à des revenus
toujours plus haut pour nos agriculteurs, à une transition écologique toujours plus ambitieuse et à des échanges commerciaux toujours plus ancrés dans la réciprocité. Au Parlement européen, cette demande de réciprocité dans nos normes a été une demande très claire dès le printemps dernier dans le cadre des négociations de la politique agricole commune, notamment sur le texte OCM. Si la mention des clauses miroirs n'a pas abouti pendant la négociation sur la PAC, la Commission européenne s'est engagée à produire un rapport sur le sujet d'ici juin 2022 au plus tard. Et la stratégie de la ferme à la fourchette, votée cette semaine en session plénière, comporte aussi la réciprocité des normes de production dans le commerce international. La Commission devra avoir une position ambitieuse et la présidence française du Conseil sera une opportunité pour porter le sujet, mais ceci de manière intelligente. Les débats français qui ont lieu en ce moment sur les clauses miroirs sont donc extrêmement importants. L'enjeu demeure toutefois de faire que cette nécessité soit partagée par tous nos partenaires européens. Au sein de la Commission Agriculture et même Environnement du Parlement, il y a un consensus sur de telles mesures, ce qui pourrait peut-être aboutir à un soutien important. Le fait qu'une telle formulation ait été votée dans ces commissions montre qu'une partie importante du Parlement peut être acquise aux clauses miroirs et surtout que ce n'est pas seulement un sujet porté par la France, contrairement à ce que disent nos détracteurs. Le nouveau gouvernement allemand sera également décisif. Pour l'instant, la France, lorsque les clauses miroirs sont abordées dans les négociations, a pu bénéficier de soutiens divers, que ce soit les pays méditerranéens, l'Allemagne, la Belgique ou certains États d'Europe centrale. Toutefois, à ce jour, il s'agit d'une approche texte par texte. Il faut attendre une proposition globale sur les clauses miroirs pour que chaque État membre se positionne clairement. Regardons nos partenaires nordiques, par exemple, pour qui l'agriculture n'a jamais été une priorité dans le commerce international. Le rapport de la Commission ne sera pas accueilli de la même façon. Et leur crainte demeure que l'inclusion des clauses miroirs rendrait les États hors de l'Union européenne plus réticents à conclure des accords de libre-échange. Vous l'avez donc compris, le travail doit se poursuivre et la présidence française jouera un rôle important. On va reparler de ces clauses miroirs dans un instant avec vous, Jean-Baptiste Moreau. D'abord, peut-être une question pour vous, Sophie Primas. Est-ce que vous avez l'impression, vous, en tant que parlementaire, d'être suffisamment entendu, écouté ? Est-ce que votre voix porte suffisamment lorsque des traités sont comme ça négociés et ensuite ratifiés ? Alors de façon pas très étonnante, bonsoir à tous d'abord, mais de façon pas très étonnante, ma réponse va être non, puisque en réalité la signature des traités de libre-échange pose à notre sens trois problèmes. Un problème de transparence, un problème parfois d'incohérence, et puis un dernier problème qui est un problème de concurrence. Un problème démocratique d'abord parce que vous savez qu'on a un article 53 dans la Constitution française qui indique que tous les traités de commerce doivent être ratifiés par le Parlement pour s'appliquer. Alors bien sûr, depuis la création de l'Union européenne, ça s'entrechoque avec un principe qui est que la compétence de ces traités commerciaux est de compétence européenne, mais force est de constater quand même que nous sommes pas ou peu associés dans la partie amont à la négociation. Je me souviens très bien quand on a commencé à parler du CETA et quand on a posé des questions sur le CETA. Alors quand on était parlementaire français, moi j'étais sénatrice déjà à l'époque, il fallait aller dans une salle obscure du ministère de la Commission des Affaires européennes, sans fenêtre. Il fallait poser nos téléphones parce que voilà, on n'avait pas d'œil bionique, donc heureusement, mais on avait à lire un pâté en anglais parce qu'il fallait pas qu'il y ait de traduction possible, et on avait une demi-heure montre en main pour lire l'ensemble du texte et en découvrir les joyeusetés. Donc non, il n'y a pas de transparence, et du coup ça nous amène sur un deuxième problème, qui est que cette transparence, elle peut du coup nous amener à ce qu'on imaginerait être des incohérences. On l'a vu, on n'est plus dans le multilatéralisme, on est dans des accords négociés un à un entre les pays. Et donc, dans ces accords un à un, eh bien, notamment pour l'agriculture, vous avez des clauses qui sont en tuyau d'orgue, c'est-à-dire qu'on négocie sur la viande bovine, par exemple, un contrat, et puis sur un autre contrat avec la Nouvelle-Zélande, on va en négocier un autre, puis avec un autre pays, on va en négocier un autre. Et dans la réalité,
Et on le voit bien sur le CETA. On blaguait tout à l'heure avec Jean-Baptiste parce que je lui dis mais qu'est-ce que vous attendez pour faire valider au Sénat le CETA? Et on sait bien qu'il y a une difficulté au Sénat sur le CETA. Non pas d'ailleurs parce qu'on n'aime pas nos amis canadiens, non pas parce qu'on ne trouve pas que cet accord est juste et bon pour notre pays, mais parce qu'il met le doigt sur un problème qui concerne la viande bovine, qui est infime en réalité, parce que ce qui est dans le CETA sur la viande bovine, c'est pas très grave. Mais quand vous le rajoutez avec le Mercosur, quand vous le rajoutez avec d'autres accords de libre-échange, eh bien, vous arrivez à des tonnages qui, là, portent préjudice sur la production française et européenne d'une façon générale. Alors, parlons des clauses miroirs. Marie-Pierre Vedrenne en parlait, Jean-Baptiste Moreau. Ce principe, c'est une idée que vous avez portée lorsque vous étiez rapporteur de la loi Egalim en 2017. Oui, tout à fait. Alors, où en est-on de la mise en œuvre de cet article ? Oui, tout à fait. C'était l'article 44 qui a été donc écrit suite à un de mes amendements, effectivement, que j'ai porté dans la loi Egalim sur l'interdiction de vendre en Europe des produits qui ne correspondent pas aux normes européennes. Donc cet article est très clair et il doit s'appliquer. Le problème, c'est que ce que j'ai dit déjà à l'époque de la discussion de cette loi, c'est qu'il faut se donner les moyens de l'appliquer aujourd'hui. Et par rapport aux interventions précédentes, notamment de la DG Santé et de la Commission européenne, les contrôles, c'est bien que les clauses miroirs, il faut que ces clauses miroirs soient inscrites dans les accords internationaux, c'est impératif, pour justement faire respecter aux produits importés les normes qui sont imposées à nos agriculteurs et à nos productions au sens large. Mais maintenant, si on se donne pas les moyens derrière d'aller vérifier sur place ce qui se passe, on est totalement inefficace. Enfin, je veux dire, sur les antibiotiques, j'ai confiance en nos amis argentins sur la qualité sur la qualité de leur contrôle, mais quand même, enfin, il y a des intérêts économiques derrière qui font que aujourd'hui, j'aurais davantage confiance si l'Europe était capable de projeter en Argentine des contrôles réguliers sur l'usage d'antibiotiques. Donc il faut convaincre les partenaires européens, il faut convaincre nos partenaires commerciaux dans le monde entier, et il faut ensuite aller vérifier que tout cela est bien appliqué. J'ai une petite expérience sur l'agriculture mondiale, puisque j'ai fait un peu de commerce, plutôt de reproducteurs et de semences à l'époque de bovins dans les années 2000, et j'ai eu l'occasion d'aller en Argentine. Peut-être que les choses ont évolué, mais j'ai des doutes, parce qu'il y avait eu un rapport de Michel Dantin en 2018 qui pointait bien du doigt qu'il n'y avait aucune traçabilité, pas plus sur la conduite des animaux que sur même l'identification de l'animal. Donc c'est pas tout signer des traités. Voilà, signer des traités et mettre des clauses miroirs, c'est très bien, mais il faut que l'Europe se donne les moyens, y compris financiers, de monter une vraie agence de contrôle vétérinaire qui soit capable de contrôler dans les pays et pas seulement sur le produit fini, parce que sur le produit fini, il y a un certain nombre de substances qui ne seront pas détectables de toute façon. Alors, quelle réponse apporter pour réformer ce commerce international ? On va écouter de nouveau Marie-Pierre Vedrenne sur le sujet. J'ai parlé précédemment du défi que seront les clauses miroirs pour certains de nos partenaires européens. Il faut aussi et également se concentrer sur un autre point, nos partenaires hors de l'Union européenne. L'Union européenne ne peut pas imposer des mesures unilatéralement. Et cet enjeu est systémique au sein de la Commission Commerce internationale du Parlement européen. En effet, est-ce qu'il sera évident pour nos partenaires d'accepter les clauses miroirs dans un accord de libre-échange ? Quelle contrepartie devrons-nous leur fournir pour que cela figure dans un accord ? Autant de questions sur lesquelles nous devons apporter des réponses. Beaucoup d'autres pays n'ont pas intérêt à voir se répliquer le système de normes agricoles européennes. Les États-Unis, par exemple, ont déjà lancé une contre-initiative face à la stratégie de la ferme à la fourchette, pour éviter que les standards européens ne se répandent. Quelle réaction pourrait susciter une proposition sur les clauses miroirs ? Au niveau multilatéral, réviser les normes commerciales et sanitaires internationales sera également difficile. Dans le cadre de l'OMC, des membres de l'organisation avanceraient que les clauses miroirs sont du protectionnisme et discriminent les autres pays. Et l'Union européenne est déjà souvent prise à partie au sein de l'Organisation mondiale du commerce pour l'interdiction d'utilisation d'un certain nombre de substances. Ces mesures sont estimées trop strictes par nos partenaires. Et aujourd'hui, avec la fragilisation de l'institution, le blocage de son organe d'appel, les négociations sont complexes. Globalement, nous le voyons, nous ne sommes plus dans une logique de débat sur des lignes tarifaires, mais bien sur une bataille des normes. Autre point que j'aimerais évoquer avec vous, un enjeu essentiel est celui de la mise en œuvre. C'est une dimension qui ne doit pas être oubliée. La réciprocité est un objectif qui, une fois inscrit dans les accords de libre-échange, devra faire l'objet d'une mise en œuvre effective.
Nous devons entamer dès maintenant une réflexion sur ce sujet. Comment mesurer les critères tels que le bien-être animal? Quels outils pourront être utilisés pour être sûr que les engagements de nos partenaires soient bien respectés? Nous devons travailler étroitement avec tous nos partenaires. Ces questions, nous les avons déjà sur d'autres enjeux dans les accords de libre-échange. Et elles se poseront de manière certaine quand il s'agira des clauses miroirs. Et ce jour-là, nous devons pouvoir présenter des réponses claires et précises. Les débats actuels doivent être ainsi regardés sur le moyen et long terme pour que les clauses miroirs fonctionnent et répondent à nos attentes. Voilà pour ce témoignage de Marie-Pierre Vedrenne. Sophie Primas, vous réclamez l'ajustement carbone aux frontières européennes. Vous nous expliquez votre position et comment ça peut se mettre en place? Notre position, elle est surtout de protéger en fait la qualité de la production et les exigences que nous lions à la qualité de la production sur les conditions de production et de mettre nos producteurs européens dans des conditions qui soient des conditions de concurrence loyales. Voilà. Et donc à partir du moment où nous sommes nous-mêmes très exigeants sur les conditions de production, eh bien nous ne devons pas pénaliser nos agriculteurs européens. Je ne parle pas uniquement des Français, mais l'ensemble des agriculteurs européens. Et donc si nous avons des demandes environnementales très élevées, il faut, au travers d'une taxe carbone, au travers de plein de systèmes, et je ne suis pas absolument sûr que la taxe carbone, pour toute la complexité que cela pose et que Julien de Normandie a parfaitement décrit tout à l'heure, c'est peut-être pas exactement le système qu'il faut, mais en tout cas, il faut en prendre compte. Et puis, je voudrais juste revenir pour dire à Jean-Baptiste Moreau que je partage absolument son point, c'est-à-dire que la concurrence déloyale, les clauses miroirs, ce qui est interdit à l'extérieur ne rentre pas chez nous, etc. Bien sûr, mais vraiment, j'insiste, il faut des contrôles. Et quand on voit ce qui s'est passé, on a fait 2 rapports très intéressants, un intra-européen sur les steaks hachés qui venaient de Pologne pour les associations caritatives en France qui correspondaient pas du tout à nos normes de production françaises, et l'oxyde d'éthylène sur les graines de sésame qui est un scandale puisque même les organismes de production n'ont même plus les moyens de faire les contrôles à l'entrée des frontières. On a un souci sur les contrôles. Réaction très rapide, Jean-Baptiste Moreau. Non, rapidement, mais pour aller dans le sens de Sophie, là-dessus, et ce qu'ont dit les ministres tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, la principale concurrence, elle est intra-européenne. Le dumping, il est intra-européen. Donc en parallèle de ces clauses miroirs, on va faire respecter des normes européennes, mais il faudrait déjà les uniformiser, ces normes européennes, parce qu'on est loin d'y être aujourd'hui. On impose notamment aux agriculteurs français un certain nombre de normes qui ne sont pas forcément imposées à l'agriculteur polonais ou à l'agriculteur roumain. Donc là-dessus, il faut, avant de mettre des clauses miroirs, enfin en même temps qu'on met des clauses miroirs dans les accords internationaux, il faut aussi que les normes soient uniformisées au niveau européen, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Gilbert Guignon, votre réaction? Jean-Baptiste a dit tout ce que je voulais dire pratiquement. Parce que on passe à la question suivante alors. Non, mais il a raison. Je veux dire, en matière de fruits et légumes, en matière de... Si on part avec un boulet au pied au niveau français, comment voulez-vous qu'on soit compétitif? On a déjà tout l'aspect social qu'on n'a pas réglé, hein, les coûts de main d'œuvre, les charges, et si en plus on a des produits interdits en France, mais que nos voisins européens puissent utiliser, ben ça fait la différence sur le résultat des exploitations. Moi, je pense l'agriculture française, elle est en mouvement depuis tout le temps. Ça s'accélère. Je voudrais remercier quand même le député de Serres de nous avoir permis d'avoir un amendement au niveau de la Commission européenne pour qu'on puisse mettre en place sur nos exploitations une mesure de transition. C'est quoi une mesure de transition? C'est de changer nos manières, d'améliorer nos pratiques et surtout de ne pas dégrader le résultat économique. Ça, pour nous, à la PCA, dans les chambres d'agriculture, c'est un point primordial. C'est une ligne de conduite qu'on s'est imposée et qu'on ne va pas lâcher. Alors, on parlait de la difficulté de convaincre nos partenaires sur les mesures miroirs. C'est d'autant plus difficile que ça ne fait pas l'unanimité totalement en France, dans tous les secteurs de l'agroalimentaire. Je vous propose d'écouter Alexandre Gabriel. Il est vice-président du Bureau national interprofessionnel du cognac. Au nom de l'ensemble des producteurs et négociants de cognac, je tiens à vous dire à quel point nous sommes honorés d'être conviés à cet événement organisé par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture sur un sujet qui nous tient à cœur, la politique commerciale de l'Union européenne.
le cognac est un cas d'école intéressant pour les débats de la journée. Il représente 25% de la valeur des exportations des vins et spiritueux français et 75% de la valeur des spiritueux eux-mêmes. Sur les 12 derniers mois, les exportations de cognac se sont élevées à 3,2 milliards depuis cognac et ont généré plus de 10 milliards sur les marchés. Nos deux principaux marchés sont les USA et la Chine. Ils représentent à eux seuls plus de 50% des expéditions. La dynamique est très positive, avec une croissance portant les ventes de 120 millions de bouteilles il y a 10 ans à 200 millions aujourd'hui, soutenant 60 000 emplois en France. Or, les années récentes ont été animées sur ce plan. La précédente administration américaine et la Covid-19 ont révélé un nouvel environnement international où le multilatéralisme, dont le fondement est l'OMC, subissait de sérieux coups de boutoir. Pourtant, ce multilatéralisme est en réalité le fondement de la sécurité de nos échanges. Hélas, mesdames et messieurs, l'édifice est fragile et les différends sur l'acier et sur l'aluminium et sur les aéronefs civils gros porteurs nous l'ont rappelé une fois encore. Les différends Airbus et Boeing ne sont pas complètement résolus, car les droits de douane américains sur les vins et spiritueux européens, dont le cognac, ont été suspendus pendant 5 ans. Dans ce contexte politique européen où des aspirations sociales fortes se font jour sur l'environnement et la durabilité, 4 priorités nous semblent importantes pour notre pays et notre filière. Premièrement, nous pensons qu'il est important, naturellement, que les autorités mesurent l'importance des secteurs exportateurs comme le nôtre et les fortes croissances que nous anticipons. Que les aspirations sociétales légitimes des citoyens européens se fassent par la négociation de mesures équilibrées, acceptables par nos partenaires commerciaux et respectant les règles de l'OMC. Que notre diplomatie commerciale et politique prenne pleinement en compte le risque de rétorsion permanent. Je vous remercie de votre écoute. À bientôt. Jean-Baptiste Moreau, Alexandre Gabriel, il y a attention, il y a des risques de rétorsion à la mise en place de ces clauses miroirs. Et d'ailleurs, comme l'a dit Bruno Dufay dans le reportage tout à l'heure, l'agriculture française, elle a besoin d'exportation, elle a besoin aujourd'hui d'échanger, parce que une agriculture française en autarcie, elle meurt dans les 6 mois. Je veux dire, aujourd'hui, il y a un certain nombre de pays, les dernières émeutes de la faim en Égypte, elles étaient dues à une diminution de la production de céréales en Europe, parce que l'Europe est un des pourvoyeurs de la céréale en Égypte. Donc ça crée en plus des problèmes géopolitiques et des problèmes de déséquilibre mondiaux. Si demain on dit que l'Europe ou la France ne produit que pour ses propres consommateurs, c'est irresponsable et ça mettrait même en danger tout l'ensemble de l'agriculture. Cependant, oui, effectivement, la filière cognac, elle est essentiellement basée sur de l'export. C'est pas le cas de toutes les filières agricoles demain, mais les règles de l'OMC, c'est pareil. Je veux dire, elles ont été négociées dans les années 90, comme on l'a dit tout à l'heure. Elles ont mis 20 ans avant d'accoucher d'un accord, mais il faut les revoir. Je veux dire, dans les années 90, il n'y avait pas d'internet. Dans les années 90, il n'y avait pas la spéculation qu'on connaît aujourd'hui sur les matières premières. Il n'y avait pas la raréfaction. Le changement climatique était un péril lointain. Aujourd'hui, il est de plus en plus proche. Donc, je veux dire, les accords de l'OMC, ils doivent être revus de fond en comble parce qu'aujourd'hui, ils ne correspondent plus aux réalités du commerce mondial, plus du tout. Et donc, du coup, examiner les accords internationaux à l'aune des accords de l'OMC, ça n'a plus de sens. Et les accords de libre-échange, je le dis une nouvelle fois, c'est aussi, comme l'a dit Clément Beaune, un moyen justement d'améliorer les règles de l'OMC. Mais il faut vraiment que ça les améliore et pas que ça soit juste une baisse des tarifs douaniers, parce que ça, on passe à côté de l'objectif et on passe surtout le changement climatique. Il faut lutter globalement contre. C'est pas à la France ou à l'Europe toute seule de lutter contre, mais c'est au monde entier. Donc il faut imposer ces règles à tout le monde. Gilbert Guignon, un mot sur la déforestation importée. Oui, on partage tous ce phénomène, on est tous d'accord. Alors c'est vrai que dans la future PAC, on a quelques mesures pour améliorer notre dépendance protéique. On va s'y attacher. Je pense que l'ensemble des agriculteurs ont compris le message. Mais il faut que... Enfin, il y a 2 choses que je voudrais faire passer aujourd'hui. Moi, je voudrais qu'on ait une agriculture européenne qui ne soit pas sur la décroissance, mais par contre qui soit agressive. Parce qu'on a tous l'impression aujourd'hui, tous les agriculteurs, tous les paysans de notre pays, qu'on produit trop, qu'on dérange, qu'on pollue, alors que tous ces aspects changement climatique, comme l'a dit Jean-Baptiste, il n'y a pas que l'agriculture. L'agriculture, elle a sa part de responsabilité, mais il ne faut pas tout mettre sur le dos des paysans quand même. C'est ça que je voudrais faire passer.
Et puis sur l'entretien du territoire par notre agriculture. Des protéines, on ne fera pas du colza dans le Massif central à 1200 mètres d'altitude. On fera d'autres productions, on laissera d'autres territoires produire plus de protéines que nous, on n'est pas capable d'en faire sur nos prairies permanentes. Mais l'entretien du territoire par l'économie agricole, c'est une priorité pour nous. Jean-Baptiste Moreau, vous évoquiez la réflexion qui doit se faire au niveau international, au niveau de l'OMC. Il y a une 12e conférence interministérielle qui approche. Sophie Primas, vous, d'un point de vue parlementaire, est-ce que vous estimez que tout le monde joue le jeu et sinon, qui ne joue pas le jeu ? Non, mais on n'est pas là pour faire du name and shame. C'est pas non, le, on c'est est pas quand le même genre. là aussi pour dire les choses. Mais on est là aussi pour dire bien sûr les choses. Ce qui est sûr certain, c'est qu'aujourd'hui les politiques de l'OMC c'est fini. Enfin, c'est terminé. C'est ce que disait Jean-Baptiste. On est en mort cérébrale et il faut réinventer quelque chose. Et probablement que ce que nous sommes en train de faire en Europe, les exigences qui sont les nôtres en Europe, peut servir de base à la renégociation et à la refonte des accords de l'OMC. C'est ça qui est important. Alors que les États-Unis, que la Chine traînent des pieds, probablement parce que c'est des politiques que nous essayons d'insuffler, qui sont des politiques assez éloignées des politiques qui sous-tendent leur propre économie. Donc, à leur place, on serait évidemment probablement dans des situations aussi de réflexes interrogatifs, on va dire comme ça. Mais je pense qu'il faut continuer. Il faut continuer à négocier. Moi, je voudrais dire au président des producteurs de cognac qu'évidemment, l'exportation, comme l'a dit Jean-Baptiste, c'est extrêmement important pour l'agriculture européenne, extrêmement important. C'est à peu près 25% du revenu des agriculteurs aujourd'hui qui est basé sur les exportations. Donc, il ne s'agit pas de créer des points de blocage, mais il s'agit de renégocier l'ensemble des contrats très très en amont. Et puis j'ai envie de dire, malheureusement, malgré tous les contrats, malgré tous les accords, malgré l'OMC, malgré toute notre politique, l'agriculture est toujours prise en otage dans les différents commerciaux qui ne concernent pas du tout les produits alimentaires. On l'a vu, il a très bien expliqué, Airbus, tous les problèmes. C'est toujours les produits alimentaires. Le champagne avec la Russie il y a quelques temps. À chaque fois, c'est les produits alimentaires parce que, évidemment, c'est la force européenne. Donc voilà, il faut essayer d'éviter ces conflits, rebâtir à la fois la politique européenne, mais la politique de l'OMC également à partir de ces éléments-là. Merci à vous trois d'avoir participé à cette table ronde. Et là, on n'a plus vraiment le temps de prendre des questions. Mais on voulait vous remercier. Je crois que tous les messages sont passés. On peut vous applaudir. Et je vais maintenant demander à Sébastien Windsor de nous rejoindre pour clôturer les débats. Alors, merci à tous. Maintenant, vous attendez de moi que je fasse court. Ça va être le cas. Je voulais remercier tout particulièrement, en dehors des gens présents dans la salle ou qui nous écoutent, et puis de nos intervenants, que je remercie du fond du cœur. Je voulais aussi remercier les équipes ici qui ont participé à l'animation de cet événement. Je les cherche des yeux dans la salle. Juliette, Enzo, Myriam, et puis toutes les équipes autour de la communication. Merci beaucoup à eux. Et on peut les applaudir. Voilà. Alors, à l'issue de ces débats, je pense qu'on mesure un peu plus les enjeux autour de tous ces sujets-là. Les enjeux autour de ces clauses miroirs, les enjeux autour de ces mécanismes de taxe carbone, les enjeux autour de l'information du consommateur. J'en ressors avec une conviction forte, celle qu'il faut avancer pas à pas, en mesurant toutes les conséquences de nos actes, mais qu'il faut avancer extrêmement résolument, sans reculer dans nos ambitions. Je crois fortement en une agriculture française vertueuse, d'un point de vue environnemental, d'un point de vue protection et bien-être de ces animaux, mais je crois aussi en une agriculture française créatrice de richesses, créatrice de réindustrialisation. Nous n'aurons pas d'industrie agroalimentaire forte en France sans une agriculture forte. Je crois en une agriculture suffisamment rentable pour assurer facilement le renouvellement des générations, pour permettre un développement social harmonieux, en particulier dans les territoires ruraux.
Et pour tout ça, il nous faut absolument continuer à avancer dans le sens de tout ce qui a été dit ce soir, avec une politique européenne qui nous protège, une politique européenne qui certes permette les exports, mais pas à n'importe quel prix, une politique européenne qui n'impose pas de règlements environnementaux sans donner les moyens à ces agriculteurs de porter ces enjeux environnementaux. Bref, une politique européenne qui soit fière d'une agriculture européenne et française forte, durable et économiquement viable. Merci à tous. Je vais juste vous inviter à aller déguster cette agriculture française avec un verre en haut. Je m'excuse auprès des gens qui sont connectés avec nous. Vous raterez ce bon moment de partage. Et puis, il nous reste un travail important à faire de porter tout ce travail qui a été fait aussi par les équipes de Thierry et Thierry au-delà largement de ces débats, et y compris, je pense qu'il faudra qu'on organise peut-être la même intervention auprès de nos députés européens pour continuer à les informer, parce qu'on aura aussi besoin d'eux pour porter ces éléments-là. Merci à tous.